Bonjour et bienvenue. Je suis accompagnée ce matin par Laure Tchersegui, qui est la coordinatrice du DRAPS, et Angèle Nicole, qui est l'assistante de communication. Et je suis Caroline Alarcon, référente territoriale sur le Tarn pour l'IREPS Occitanie. Et nous accueillons ce matin Guillaume Dardier, qui est doctorant en sciences politiques et chargé d'enseignement à l'EHSSP, et qui va apporter des définitions et des éclairages sur l'évaluation d'impact en santé. Et ensuite, nous aurons la présentation de Sébastien Lodairo, qui est responsable de l'antenne de Charente-Maritime de l'IREPS Aquitaine et qui coordonne le dispositif Comodei. Je vais vous faire un petit tour d'horizon sur l'IREPS Occitanie, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé et qui héberge le DRAPS et cette matinale. L'IREPS a comme mission de contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de proposer un appui documentaire aux professionnels et au public et de développer la formation pour renforcer les compétences des professionnels. On conçoit aussi et on met en œuvre des programmes régionaux ou locaux, soit sur de l'expérimentation pour accompagner un porteur, soit pérennes, comme les modules santé jeune que l'on fait pour le conseil régional. Et on héberge le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé, communément appelé DRAPS Occitanie, qui est un dispositif régional et partenarial avec une programmation fondée sur les besoins des acteurs. Chaque année, dans tous les territoires, on demande un petit peu les sujets prégnants que les professionnels veulent avoir sur ces temps de recherche du DRAPS. Et ensuite, une programmation est effectuée par Laure pour essayer de répondre au mieux à vos besoins. L'idée du DRAPS, c'est de s'informer, de se former et d'échanger. Du coup, on accueille des journées d'échanges régionaux, des formations et des matinales. Voilà. Qui ont pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques, de soutenir le développement de projets, de valoriser des projets. Et autour de ces matinales, l'idée, c'est d'évoquer les freins et les conditions de réussite de cette recherche interventionnelle et des sujets que l'on aborde, pour après aussi aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte, puisqu'on le sait, tous les projets sont singuliers et demandent à être adaptés. Cette matinale se raccroche à un cycle de visioconférence intitulé « Mieux comprendre les enjeux de santé environnementale en prévention et promotion de la santé ». Donc, il y a eu des matinales précédentes autour des inégalités environnementales et sociales de santé en lien avec la santé-environnement. Une autre sur One Health Kesako. Je n'ai pas trop l'accent patois, désolée. Et aujourd'hui, on est autour des évaluations d'impact sur la santé. Et prochainement, très prochainement, lundi, vous aurez une matinale sur influencer le changement alimentaire avec des exemples du lundi vert et des ateliers alimentation gourmande. Et ensuite viendront les liens entre santé environnementale et santé mentale qui sont en cours de programmation. Pour entrer dans le sujet des évaluations d'impact en santé, je vous ai remis les déterminants de santé, mais ensuite nos experts vont y revenir dessus de manière plus spécifique. Donc, juste dans l'idée de faire une introduction sur l'EIS, qui est une démarche de recherche prospective qui se veut agir avec une vision multifactorielle de la santé et qui est en lien et qui fait référence à la charge d'Ottawa, et récemment à celle de Genève, avec des politiques menées dans des secteurs autres que la santé et le postulat qu'elles ont une influence considérable sur celle-ci. Je vous passe un début de définition sur les évaluations d'impact en santé, qui sont définies comme une combinaison de procédures et de méthodes et d'outils par lequel un programme ou une stratégie peuvent être évalués selon leur effet potentiel sur la santé et aussi selon leur dissémination de ces effets dans la population, avec un questionnement double autour de comment évaluer en amont ces conséquences potentielles d'un programme ou d'une politique, ou comment intégrer en amont la santé et ses déterminants dans les projets et politiques mis en place à l'échelle locale ou nationale. On a souvent, on le voit quand on anime des dispositifs,
La connotation santé est difficilement entendable par tous, parce que même si on se dit que la santé est globale, ben voilà, il y a toujours une connotation sanitaire encore qui reste. Et donc, l'idée, c'est de sortir d'une approche des politiques publiques en silo, qui se verrait non compétente en le domaine, et en faire un enjeu transversal et intersectoriel, c'est-à-dire la santé dans toutes les politiques, en impliquant bien sûr les usagers dans la démarche, dans l'idée d'une dynamique participative. Et l'évaluation d'impact en santé est un instrument central d'une action publique qui se veut favorable à la santé et participative surtout. Vous avez une petite bibliographie qui a été faite par le CREAI-ORS dans le cadre du DRAPS, donc on vous a mis le lien que vous aurez du coup en cliquant quand vous recevrez les supports. Et je vais sans tarder passer la parole à Guillaume Dardier, qui va rentrer dans cette évaluation d'impact en santé plus précisément. Oui, merci beaucoup Carole, et bonjour à toutes et à tous. Merci également à Laure pour l'invitation ce matin à intervenir dans cette matinale de la recherche DRAPS Occitanie. Écoute, je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler donc d'évaluation d'impact sur la santé ce matin. Donc l'idée, c'est en à peu près 25-30 minutes maximum de vous introduire à l'évaluation d'impact sur la santé, donc c'est-à-dire de vous introduire à l'EIS, vous en présenter un petit peu la méthode et surtout des enjeux de quelques éléments de pratique, d'accord, de pratique et de mise en œuvre opérationnelle de l'EIS. Et puis ensuite, dans la partie questions-réponses et un petit peu plus tard dans la matinée, je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous, de répondre à vos questions. Si vous avez des remarques, voilà, ou autres par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas. Donc pour ma part, donc, je m'appelle Guillaume Dardier, comme le disait Carole. Je travaille à l'École des hautes études en santé publique, d'accord, donc on est basé à Rennes. J'ai dans un premier temps été ingénieur d'études pendant 4 ans à l'EHESP, d'accord, donc j'ai travaillé dans une équipe de recherche où je mettais en œuvre des évaluations d'impact sur la santé, d'accord, les EIS, on en a mis en œuvre 4-5 pendant ces différentes années-là. Et depuis maintenant un petit peu plus de 18 mois, j'ai commencé une thèse en sciences politiques qui porte donc sur le déploiement de l'EIS en France et au Québec, et qui s'accompagne donc en effet d'activités d'enseignement et de formation sur la question. Voilà un petit peu le parcours de manière très rapide et dans quel cadre je vous parle aujourd'hui. Donc, pour vous donner quelques éléments de définition, peut-être, pour commencer, de l'évaluation d'impact sur la santé, je reprends ici une définition qui a été donnée donc, en 2021 par l'Association internationale d'évaluation d'impact, qui dit, si je la lis donc texto, que l'EIS est une méthode d'évaluation, d'accord, qui estime les impacts potentiels sur la santé des populations de politiques, programmes ou projets avant leur mise en œuvre, ainsi que la répartition différenciée de ces impacts dans les groupes de population, afin de faire des recommandations étayées par des données probantes pour limiter les conséquences négatives et renforcer les conséquences positives de ces politiques, programmes ou projets. Donc, les éléments qu'il y a à retenir de cette définition, la première, c'est que l'EIS, c'est bien une méthode d'évaluation, d'accord? On est dans le cadre d'une démarche qui est flexible, on le verra, adaptable, il y a une méthode quand même à suivre, des standards de qualité, un référentiel minimum à suivre. D'autre part, c'est qu'on estime, si vous regardez bien, les impacts potentiels sur la santé de politiques, programmes ou projets avant leur mise en œuvre. Donc, comme vient de le dire Carole, l'EIS, c'est une démarche qui est prospective. On dit aussi que c'est une évaluation dite ex ante, donc qu'on met en œuvre avant. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire l'EIS avant que le projet qu'on évalue soit mis en œuvre. Puisque l'idée, comme le dit la fin de la définition, c'est de faire, sur la base des impacts qu'on a identifiés, des recommandations, d'accord, étayées sur des données probantes, d'accord. L'EIS, on est sur de la recherche-action, de l'expertise, on est bien sur l'idée de nourrir la décision par des données probantes, et ces recommandations visent à limiter les conséquences négatives, mais aussi renforcer les conséquences positives du projet sur la santé. Donc, c'est une méthode d'évaluation, c'est prospectif, et c'est aussi, vous le voyez, à la fois concentré sur la notion d'impact sur la santé, mais il y a aussi la notion de regarder quelle est la répartition de ces impacts au sein de différents groupes de population. Donc, il y a la notion d'équité qui est importante dans le l'EIS. D'accord, on est concentré sur l'identification et la caractérisation d'impact d'un projet sur la santé, mais aussi sur voir leur répartition différenciée au sein de différents groupes de population, notamment regarder est-ce que les impacts négatifs se concentrent sur les groupes déjà les plus vulnérables et les impacts positifs sur les groupes, par exemple, socio-économiquement les plus favorisés, et après essayer de
de lutter contre ces répartitions inéquitables et le fait que le projet soit positif pour la santé, mais positif pour le plus grand nombre de personnes possible. Donc voilà pour les grands éléments qu'on peut sortir de cette définition. Et enfin, comme je vous le disais, donc qu'à partir des impacts qu'on a identifiés, on vient faire des recommandations. Donc vraiment, l'idée à retenir, c'est que l'EIS, c'est un outil d'aide à la décision. D'accord? C'est une démarche qui est là pour identifier des impacts grâce à une méthode, mais aussi, l'idée, c'est qu'à partir de ces impacts qu'on a identifiés, on vient faire des recommandations. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui se veut utile aux décideurs et qui se veut aussi complémentaire à d'autres démarches, qu'elles soient réglementaires ou pas, qui viennent sur les projets. Par exemple, les démarches de concertation ou d'enquête publique, l'étude d'impact sur l'environnement, d'accord, qui sont différentes démarches qui sont réglementaires. Le IS se veut en complément de celle-ci et se veut utile aux décideurs par les recommandations qu'elle produit. Donc ça, c'est vraiment la première dimension importante de l'évaluation d'impact sur la santé. Mais au-delà d'être un outil d'aide à la décision, le IS, comme le disait également Carole, c'est une démarche qui est partenariale et participative. D'accord? Donc partenariale parce que l'idée, c'est que pour arriver à évaluer, à estimer ces impacts-là sur la santé, faire des recommandations, on va mettre en œuvre toute une démarche qui implique les différentes parties prenantes, finalement les différentes personnes qui vont être concernées par le projet dont on évalue les impacts. Donc que ce soit les partenaires de l'ARS, que ce soit les différents services techniques et élus de la ville qui met en œuvre le projet qu'on évalue, que ce soit les représentants d'usagers, d'associatifs, d'associations, bref, les structures, les forces vives du quartier, etc., etc. Donc c'est une démarche qui est partenariale et qui est aussi participative, d'accord? Participatif, quand on dit qu'une UIS est participative, il faut le comprendre dans deux sens. Le premier sens, c'est que c'est participatif dans le sens où on va essayer d'impliquer les habitants, les citoyens, les usagers, toutes les personnes concernées par le projet qu'on évalue dans les instances de pilotage et de décision de notre OIS, d'accord? Donc, si dans notre OIS, on met en place un comité de pilotage, un comité technique qui va prendre les décisions importantes autour de notre OIS, on va essayer d'associer des usagers, des habitants dans cette instance-là. Et puis participatif dans un deuxième sens, puisque dans une EIS, on va essayer de venir collecter et analyser les données, d'accord, avec et auprès des habitants, ou en tout cas des personnes concernées par le projet. Par exemple, si on fait une EIS sur un projet d'aménagement urbain d'un quartier, d'accord, ça va être d'associer les habitants qui vivent dans ce quartier, s'il y a une école, le directeur, la directrice d'école, les professionnels de santé, d'accord, et faire un recueil de données avec et auprès d'eux pour essayer d'estimer les impacts de ce projet-là potentiel donc sur la santé. Donc, c'est vraiment le deuxième versant, c'est que l'EIS, ce n'est pas juste un outil d'aide à la décision, c'est vraiment une démarche et c'est finalement un levier en fait, de sensibilisation des acteurs comme autour de la table dans l'EIS et de fédération de ces acteurs-là autour des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux d'un projet, d'un territoire. Donc, il faut vraiment comprendre l'EIS comme à la fois un outil de la décision qui produit des recommandations utiles aux décideurs, mais aussi une démarche de promotion de la santé qui est là pour sensibiliser des élus, des techniciens, des partenaires à qu'est-ce que c'est que les déterminants de la santé, d'accord, ou encore aux enjeux sanitaires et sociaux du projet qu'on étudie et de son territoire d'implantation. Donc, il y a vraiment les deux aspects dans le. Si on fait un petit peu du mot par mot maintenant dans évaluation d'impact sur la santé. L'évaluation, ça c'est assez classique, c'est l'action d'évaluer, c'est-à-dire de déterminer la valeur de quelque chose. Ce quelque chose dans une EIS, ce sont les impacts, d'accord? Donc, les impacts, qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Ce sont les effets produits par une intervention, d'accord? Et c'est ça notamment la différence entre une EIS ou une évaluation d'impact et puis un diagnostic préalable ou une démarche un diagnostic préalable ou une démarche de concertation classique, c'est que là, le IS, on regarde les effets produits par une intervention. On fait le IS de quelque chose, il faut qu'on ait un projet évalué. Et on ne regarde pas juste un état initial, on ne fait pas juste un diagnostic de l'existant. On étudie les effets d'un projet, d'une intervention. Et ces effets, ils peuvent être aussi bien positifs que négatifs, d'accord, sur la santé. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'EIS, qu'on a vraiment une approche dite positive de la santé. On n'est pas juste dans une approche de risque et de facteurs de risque. On va aussi regarder les facteurs de protection et les effets positifs de la santé. Et ça, c'est utile aussi quand on fait du plaidoyer pour l'EIS auprès d'acteurs locaux, de décideurs, leur dire qu'on ne va pas juste regarder en quoi leur projet peut affecter négativement ou de manière neutre la santé, mais aussi en qu'est-ce que le projet produit de positif déjà, avant même les recommandations. Ce sont des effets qui peuvent être prévus ou imprévus, d'accord, puisque tout l'objet d'une évaluation d'impact sur la santé, ça va être de questionner
des projets qui n'ont pas été à la base conçus de manière explicite, en tout cas pour avoir des effets sur la santé. Par exemple, quand on va étudier s'il y a un projet d'aménagement urbain, d'accord, il peut affecter l'activité physique des personnes, la qualité de l'air. On vient questionner. A priori, le projet d'aménagement urbain, il n'a pas été fait pour ça, il n'a pas été conçu pour ça à la base, d'accord? Il a été fait peut-être pour améliorer les mobilités, l'attractivité, le cadre de vie, le logement de ce quartier-là, d'accord? Mais pas explicitement ou uniquement pour avoir des effets sur la santé. Donc, on va questionner des effets prévus, mais aussi imprévus du projet. C'est ça qui est intéressant. Et puis, des effets directs ou indirects. Et ça, c'est toute l'approche aussi dite de développement durable qu'on met aussi en œuvre. La lunette développement durable qu'on a dans une EIS, on regarde les effets à court terme, mais aussi à moyen et à long terme, mais avec une approche qui se veut complexe et qui questionne les relations entre les effets. Donc voilà pour les impacts. Et puis, les impacts sur quoi? Sur la santé. Et la santé, comment est-ce qu'on l'entend dans une EIS? Comme le disait Carole, on l'entend comme vraiment un état de complet bien-être physique, mental et social, même j'irai au-delà, en citant la charte d'Ottawa, c'est même comme une ressource et une dynamique complexe. C'est vraiment comme ça qu'on attend la santé. Donc, c'est une approche dite positive, dynamique et systémique de la santé, puisque cette ressource, cette dynamique complexe, elle est influencée par quoi? Par un ensemble de facteurs qu'on appelle les déterminants de la santé, d'accord? Que ce soit les facteurs dits individuels, l'activité physique, les habitudes alimentaires, etc. Les facteurs dits plus sociaux de la santé, d'accord? Euh, et puis environnementaux, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le bruit, et puis plus les facteurs qui relèvent de l'accès à un certain nombre de services et de grandes conditions socio-économiques et culturelles de vie, et l'accès aux services de santé, bien sûr. D'accord. Et comme l'a dit Carole, il y a un certain nombre de ces facteurs-là qui renvoient aux services et au système de santé, mais vous comprenez bien qu'il y en a beaucoup qui sont en dehors et qui sont donc influencés par un ensemble de politiques publiques, d'accord, que ce soit l'aménagement ou l'urbanisme ou autre. Et donc, c'est bien pour ça qu'on va essayer de porter le IS sur ces projets-là, qui sont en dehors de la sphère de la santé. Voilà. Donc, évaluation d'impact sur la santé. Mais de quoi? Eh bien, comme je viens de le dire à l'instant, d'un ensemble de politiques, programmes ou projets qui ne sont pas à l'origine directement orientés sur la santé, d'accord? Et donc, c'est bien là tout l'objet de l'évaluation d'impact sur la santé, c'est de venir questionner les effets sur les déterminants de la santé d'un ensemble de politiques, programmes ou projets en dehors du secteur sanitaire, et donc que ce soit des politiques d'aménagement urbain, des politiques ou des projets énergétiques, d'industrie extractive, etc., etc. Des politiques de mobilité, de transport. Enfin, voilà. Donc, vous voyez bien là, ici, que dans cette brève introduction, en quoi il y a un lien qui existe entre évaluation d'impact sur la santé et puis la santé dans toutes les politiques, d'accord? L'idée, c'est d'appliquer le biais à tout un ensemble de politiques, programmes ou projets en dehors de la santé. Ce lien-là, justement, entre santé dans toutes les politiques et EIS, on peut l'envisager de deux manières, dans deux sens. Le premier sens, c'est quand on considère la santé dans toutes les politiques comme une politique publique, d'accord, gouvernementale, comme une stratégie d'action institutionnelle dans laquelle on décide d'investir. Dans ce cadre-là, l'EIS, en général, est finalement un instrument d'action un petit peu parmi d'autres, d'accord, dans ce schéma de stratégie d'action, pour finalement mettre en œuvre cette stratégie de santé dans toutes les politiques. Donc, je vous cite ici deux exemples. Par exemple, le Québec, au début des années 2000, et le gouvernement d'Australie du Sud, donc en Australie, la région d'Australie du Sud, autour des années 2012-2014, ont décidé d'investir dans la santé dans toutes les politiques, d'en faire une stratégie d'action intergouvernementale, d'accord, en investissant massivement, et en chaque fois décider de choisir l'EIS comme un instrument de cette politique-là, d'accord, mais parmi d'autres. Une des limites de cette approche-là, c'est qu'il peut y avoir une tension entre cette stratégie de santé dans toutes les politiques qui se veut, on va dire, assez centralisée et qui nécessite de mettre en place une espèce d'équipe projet au niveau central qui met en œuvre beaucoup de vitesse, d'accord, de manière systématique, puisqu'il faut toucher tous les projets. Il peut y avoir une tension entre ça et puis une démarche de l'IS qui est en général plus locale, plus participative, telle que je vous l'ai décrite, d'accord, qui est une démarche partenariale, participative, locale, sur le terrain, et qui nécessite du temps et des moyens. Et donc, on a parfois une tension entre le fait que quand on investit dans une stratégie de santé dans toutes les politiques, où on met en œuvre de l'EIS,
on va gagner en systématisation de l'EIS, mais on va peut-être perdre, donc ce sont des EIS plus systématiques, mais peut-être moins systémiques et qui sont à chaque fois qui vont regarder moins de déterminants de la santé, puisque c'est fait de manière plus routinière, vous voyez. Et donc, il peut y avoir une tension entre une pratique qui se veut voilà, très locale, partenariale, participative de l'EIS, et puis cette approche plus centralisée, plus systématique de l'EIS dans le cadre d'une stratégie de santé dans toute la politique. L'autre limite de ça, c'est que forcément, ça rend l'EIS, on va dire, plus vulnérable, puisque, puisque ça la rend dépendante à un contexte politique, puisque une stratégie de santé, une politique intergouvernementale de santé dans toutes les politiques, ça nécessite un portage politique très fort, un investissement très fort à la fois financier et politique. Et donc, quand il y a des changements de majorité, de gouvernement, par exemple, qui décident d'abandonner la santé dans toutes les politiques, en tout cas de ne plus la mettre au top de l'agenda politique, eh ben, du coup, l'EIS va en pâtir également. Et en Australie du Sud, c'est par exemple ce qui est arrivé en 2016. Il y a eu un changement de majorité. La nouvelle majorité a décidé de ne plus investir autant dans la santé dans toutes les politiques. Et l'EIS, qui était un instrument de cette stratégie-là, ben, en a pâti et a ralenti voilà, beaucoup. Donc, là, c'est ici, le premier lien, c'est quand la santé dans toutes les politiques, c'est vraiment une stratégie gouvernementale d'action. L'EIS, c'est un instrument de cette stratégie-là. Ça a ses forces, ça le rend voilà, plus systématique et on le fait de manière plus routinière, mais en même temps, on y perd peut-être en investissement des acteurs locaux, d'une part, et puis d'autre part, ça la rend dépendante au contexte politique. L'autre lien qui peut exister entre EIS et santé dans toutes les politiques, finalement, c'est dans l'autre sens, c'est quand on considère la santé dans toutes les politiques, non pas peut-être aussi comme une stratégie d'action, mais plutôt comme un concept. Un concept, finalement, un objectif qui est de mettre de la santé dans toutes les politiques. Ben, dans ce cas-là, finalement, on peut considérer simplement l'EIS comme un outil pour concrètement mettre en œuvre ben, ce concept-là, d'accord, de santé dans toutes les politiques. Donc là, il n'y a pas de stratégie d'action institutionnalisée, centralisée. La santé dans toutes les politiques, il faut vraiment la voir ici comme un concept, un objectif qu'on peut avoir de politique publique. Et l'EIS va ici être un outil de mise en œuvre opérationnelle de la santé dans toutes les politiques, parce qu'en fait, elles ont des principes communs, d'accord? L'équité, l'intersectorialité, le focus sur la santé. Et les effets, d'accord, de l'EIS, que je vous cite ici à différents niveaux et qui ressortent d'évaluation de l'EIS, d'accord, ces effets-là, ils ont été objectivés par des évaluations de l'EIS, ben finalement, il faut avancer le concept de santé dans toutes les politiques. L'EIS, au niveau des institutions, elle permet d'inscrire un regard santé dans les autres secteurs. Et ben ça, c'est un des principes de la santé dans toutes les politiques. Au niveau des organisations, elle permet de décloisonner. C'est aussi le but de la démarche de la santé dans toutes les politiques. Au niveau des individus, l'EIS, on sait qu'elle a des effets à la fois en matière d'appropriation de concepts. D'accord, les personnes qui sont impliquées dans une démarche de l'EIS sont sensibilisées au rôle des déterminants de la santé, au lien entre inégalité sociale et de santé, et puis on explicite de manière plus facile comment concrètement un projet d'aménagement urbain, par exemple, peut affecter la santé. Et ça, c'est aussi au service de la santé dans toutes les politiques. Ça fait aussi évoluer un certain nombre de pratiques, un intérêt accru au niveau de la participation, du recours aux données probantes et avoir une approche plus systémique de la santé. Donc voilà, donc vous voyez bien que l'EIS, de par ses effets au niveau des individus, l'évolution des pratiques, l'appropriation de concepts, au niveau des institutions et des organisations, de par la mise en œuvre de l'intersectorialité, de par la mise en œuvre de ses recommandations aussi, d'accord, eh ben, elle fait avancer et elle permet de concrètement mettre en œuvre la santé dans toute politique. Donc voilà un petit peu pour les liens qui peuvent exister entre EIS et santé dans toutes les politiques. D'un côté, l'instrument d'une stratégie d'action de SDTP au niveau gouvernemental, de l'autre côté, un outil opérationnel de mise en œuvre du concept de santé dans toutes les politiques. Si j'avance un petit peu sur l'EIS maintenant en elle-même, vous en expliquer très rapidement la genèse peut-être, vous dire que l'EIS, elle naît au courant et à la fin des années 90, l'évaluation d'impact sur la santé, avec des premiers articles et des premières conférences qui se tiennent à la fin des années 90 et un déploiement rapide dans des pays anglo-saxons, notamment l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre. Il y a ensuite, dans les années, toute fin des années 90 et les années 2000, un déploiement de la démarche à travers le monde qui se fait notamment par un soutien de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Il y a notamment une des premières grandes conférences qui se tient sous l'égide de l'OMS en 1999 à Göteborg et qui va donner la première définition, on va dire,
qui fait consensus dans la communauté scientifique de l'EIS, et donc c'est celle que vous a citée, Carole, et c'est pour ça qu'on l'appelle le consensus de Göteborg. Et c'est aussi notamment pour ça qu'on appelle parfois les EIS, l'EIS Göteborg. D'accord, vous trouverez parfois cet acronyme pour parler de l'EIS. On parlera d'EIS Göteborg, pour la différencier d'autres outils qui ont parfois le même acronyme EIS, et pour éviter la confusion. Ensuite, on a une promotion de l'EIS, comme je vous le disais, en tant qu'outil pour mettre en œuvre le concept de santé dans toutes les politiques, donc Health in All Policies en anglais, HIAP, porté à partir de 2006, et une inscription de l'EIS dans le réseau des villes santé de 2004 à 2008. Ce qui fait que l'EIS se déploie vraiment au fil des années 2000 et 2010, et aujourd'hui, on a une pratique qui est relativement mondialisée, mais hétérogène de l'EIS, puisqu'on a d'un côté un certain nombre de pays comme le Pays de Galles, la Thaïlande ou la Finlande qui ont fait le choix de rendre l'EIS obligatoire, d'accord, donc réglementaire. Il y a un cadre réglementaire qui fait que l'EIS, au même titre que l'étude d'impact sur l'environnement, d'accord, que l'EIE, elle est réglementaire, l'EIS aussi. Par exemple, mais vous comprenez bien que par exemple, la Finlande ou le Pays de Galles, ou même l'Andalousie, par exemple, c'est une région, ce sont des pays qui ne sont pas à la même échelle que la France, d'accord? On est plus proche d'une région française, par exemple. Mais le Pays de Galles, voilà, a une équipe dédiée au niveau national, au niveau central, qui fait des EIS sur les projets pour lesquels c'est obligatoire. Donc, je le répète, au même type que l'étude d'impact sur l'environnement en France ou l'évaluation environnementale, d'accord, le milieu. Et de l'autre côté, on a les autres pays, euh, comme l'Allemagne, la France ou le Québec, qui ont fait le choix de ne pas la rendre réglementaire, de ne pas la rendre obligatoire, d'accord. Donc en France, pour ne citer que nous, l'EIS n'est donc pas réglementaire. Il n'y a aucune obligation à ce jour de faire des évaluations d'impact sur la santé sur quelconque projet politique ou programme. Voilà. Donc la France, justement, vous donnez peut-être quelques éléments de pratique pour que vous compreniez bien où on en est, vous situez un petit peu l'état de la pratique aujourd'hui. En France, la pratique de l'EIS, donc elle est relativement récente, puisque la première EIS complète a été effectuée il y a 11 ans maintenant, et c'était à Rennes, ce qui s'explique assez facilement, puisqu'à Rennes, il y a le HESP, donc, qui a été un des premiers acteurs en France, on va dire, et de par son positionnement académique, c'est pas très surprenant, à investir l'EIS. Et à Rennes, il y a aussi la ville de Rennes, qui est la présidente du réseau des villes santé de l'OMS, donc avec une sensibilisation et un historique assez important en santé publique. Donc voilà, il y avait un écosystème assez favorable à Rennes pour que ce soit un terrain d'expérimentation. Donc, première EIS, je vous le disais, complète en 2011 à Rennes. Aujourd'hui, on considère qu'on est à peu près à une soixantaine d'évaluations d'impact sur la santé qui ont été faites ou qui sont en cours en France. D'accord? Je dis une soixantaine parce que, comme ce n'est pas réglementaire, il n'y a pas d'obligation à dire qu'on fait une EIS aussi. Donc, nous, à l'EHESP, on essaye de les recenser comme on peut, d'accord, par des recherches Internet, des contacts avec les acteurs dans les différentes régions, mais il se peut que quelques EIS soient passés en dessous de notre radar, d'accord, d'une part. Et d'autre part, il y a des démarches qui se disent évaluation d'impact sur la santé, mais qui respectent quand même peu de standards, on va dire, minimum de qualité de la démarche et qui sont, on va dire, à la limite entre l'EIS et d'autres pratiques plus proches, on va dire, de la concertation, par exemple. Mais voilà, au total, une soixantaine d'évaluations d'impact sur la santé en France en cours ou terminées, avec, vous le voyez sur le graphique, de 2011 à 2015, donc il y a eu 1 à 2 EIS qui ont été lancées en France. Donc là, c'était les premières années, on va dire, c'était la phase d'expérimentation, avec des EIS menés par un certain nombre d'acteurs, notamment académiques, mais aussi d'autres. À partir de 2016, vous voyez qu'il y a un boom assez important, et ça, c'est notamment parce que l'ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé d'investir de manière assez importante dans l'EIS, et Sébastien vous en parlera avec aussi donc l'IREPS et Comodeis, mais ça viendra un petit peu à la fin de suite à mon intervention. Mais voilà, ça explique notamment ce saut quantitatif. D'autres régions aussi ont investi l'EIS. Et puis depuis 2020 et 2021, donc vous voyez un certain ralentissement dans le nombre de l'EIS lancés, notamment lié à la conjoncture et à la crise de la Covid-19. Et donc, il faudra attendre les chiffres de 2022 et 2023 pour voir si les chiffres repartent un petit peu à la hausse en la matière. Voilà. Sachant que je précise 2021, encore une fois, peut-être que les chiffres ne sont pas complets puisqu'on n'a pas tout et qu'il y aurait 1 ou 2 EIS à rajouter à ce nombre-là, mais on voit quand même qu'il y a un léger ralentissement par rapport aux années précédentes.
En termes de pratiques de dissémination géographique, donc vous le voyez ici, on a l'ensemble des régions françaises avec à droite le nombre de l'IS qui ont été lancés ou qui sont terminés. On peut schématiquement différencier 4 types de régions. Les régions comme l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, voire Auvergne-Rhône-Alpes, où on a vraiment eu un investissement important dans le IS, d'accord, une dynamique multipartenariale et un investissement notamment de l'ARS dans l'évaluation d'impact sur la santé. Et donc, par exemple, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on voit qu'il y a un financement dédié, il y a un certain nombre d'EIS qui sont lancés, il y a aussi des évaluations des EIS qui sont faites. Donc, on a ce qu'on appelle un début d'institutionnalisation de l'évaluation d'impact sur la santé. Ça, c'est le niveau, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie en dessous. On retrouve la Bretagne, les Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Donc, ce sont des régions où on a fait entre 4 et 6 EIS, où il y a vraiment un acteur régional qui est investi dans l'EIS, par exemple le HESP en Bretagne, l'IREPS et l'ARS en Pays de la Loire, l'ORS en Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord? Donc, il y a un acteur qui a investi de manière importante dans l'EIS, qui en réalise, mais il n'y a pas pour autant de dynamique multipartenariale ou de dispositif dédié à l'EIS, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est les régions, et par exemple l'Occitanie en fait partie, d'accord, où on a eu une, deux ou trois EIS qui ont été réalisés à droite à gauche, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des one-shots, d'accord? Donc c'est-à-dire une EIS portée par un acteur ou deux, mais sans lien entre elles et sans qu'il y ait vraiment de dynamique et de dispositif associé. Donc l'Occitanie rentre par exemple dans ce cas. On a notamment eu une EIS réalisée par la ville de Toulouse et une stagiaire HESP il y a quelques années, mais à notre connaissance, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Encore une fois, si certains et certaines d'entre vous ont entendu parler ou été impliqués dans des EIS en Occitanie depuis, n'hésitez pas à nous le signaler. Le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie sont d'autres régions dans ce cas-là. Et la dernière catégorie, c'est les régions où, à notre connaissance, il n'y a pas encore eu de EIS à ce jour. Donc, c'est le cas notamment de la Corse et de Centre-Val de Loire en France métropolitaine, et puis de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte dans les territoires ultramarins. Donc, voilà un petit peu pour les 4 typologies de régions et le positionnement de l'Occitanie à ce jour. Je vous le disais, le but de l'EIS, notamment si on l'a fait dans un objectif de mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques, une des forces de l'EIS, c'est de pouvoir être appliqué à tout type de programme politique ou projet. Dans la réalité, on observe quand même en France, et c'est le cas dans beaucoup de pays, une concentration des évaluations d'impact sur la santé sur l'urbanisme. D'accord? Donc, près de 3/4 des EIS en France sont réalisés sur des projets d'aménagement urbain, d'accord? D'urbanisme. Donc, on a une vraie concentration sur ces projets-là, mais je le répète, les EIS peuvent être réalisés sur d'autres types de projets politiques ou programmes. On a par exemple des EIS réalisés en France, on a eu sur les Jeux Olympiques de Paris, l'organisation des JO de Paris en 2024, sur les programmes des candidats à la présidentielle de 2017, sur l'ouverture d'un café associatif en Bretagne, sur un plan d'action et de prévention des inondations, sur une politique d'insertion économique, etc., etc. Donc, on a d'autres exemples sur des équipements scolaires. Voilà, d'autres exemples de VIS qui sont réalisés sur d'autres types de projets que l'urbanisme. Donc voilà, je vous invite dans votre réflexion, si vous voulez lancer une première EIS par exemple, à ne pas considérer que les projets d'aménagement et d'urbanisme, même si bien sûr la littérature est beaucoup plus cadrée, on a plus d'exemples, donc ça s'explique aussi. Ça, mais voilà. Et puis les derniers éléments de pratique avant de conclure mon propos par la méthode, vous dire qu'aujourd'hui, les EIS sont majoritairement financés par les agences régionales de santé, d'accord? Donc 72% des EIS sont financés ou cofinancés par des ARS, d'accord? Donc ça, les financements c'est soit dans le cas, donc voilà, majoritairement financés par les ARS. Elles sont très majoritairement portées par des collectivités territoriales, d'accord? Ce qui n'est pas surprenant puisque les EIS portent principalement sur des projets d'aménagement urbain dont c'est une collectivité territoriale qui a la charge, qui pilote le projet. Donc, elle pilote le projet, elle pilote aussi l'EIS. Voilà, donc, en général, ces collectivités territoriales-là, soit dans quelques cas, autofinancent l'EIS, c'est le cas à Nantes, à Bordeaux, à Paris, il y a quelques grandes collectivités qui font ça, mais dans la majeure partie des cas, la collectivité territoriale contractualise dans le cadre de son CLS le financement d'une évaluation d'impact sur la santé. Parfois aussi, on a aussi les CPER qui peuvent venir financer une EIS, ou alors la réponse à un appel à projet, ou d'autres modalités de financement voilà, qui peuvent exister.
mais en tout cas, beaucoup de IS, un certain nombre de IS sont financés dans le cadre des contrats locaux de santé. Bon, voilà, financés par les ARS, portés par les collectivités et réalisés, donc quels sont les opérateurs des EIS? Ben là, par contre, on retrouve une diversité d'acteurs publics et privés qui réalisent des EIS. Pour schématiser, on a à peu près 2 tiers des EIS en France qui sont réalisés par des opérateurs externes. Dans la moitié de ces cas-là, ce sont des opérateurs privés, d'accord? Donc, les collectivités territoriales elles font un marché public et ensuite choisissent un cabinet de conseil ou un bureau d'études pour réaliser les EIS. Dans l'autre moitié des cas où l'EIS est réalisé par un acteur externe, par un opérateur externe, la collectivité se tourne plutôt vers un acteur associatif régional, que ce soit les IREPS ou les ORS, mais c'est la même procédure de choix. Et puis le dernier tiers, ce sont les autres types d'opérateurs. Donc, je le dis parfois, ce sont des opérateurs académiques. Le HESP a fait des EIS. Parfois, la collectivité territoriale réalise le EIS en interne, d'accord. Mais voilà, encore une fois, dans 2 tiers et même 80% des cas, la collectivité territoriale fait appel à un opérateur externe, qu'il soit privé ou un acteur associatif régional ou un acteur académique pour faire le l'EIS, mais à un opérateur qui est externe. Donc voilà. En termes de financement, maintenant, je vous le disais, et de durée, une EIS, selon qu'on s'intéresse à tous les déterminants de la santé ou à certains déterminants de la santé, selon aussi les moyens qu'on peut mettre en œuvre financiers et puis la temporalité du projet, ça peut durer entre, on va dire, quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois et jusqu'à 1 an, 15 mois, d'accord, dans les cas les plus longs et les EIS les plus complètes qui regardent le plus de déterminants de la santé. Et en termes de financement, c'est assez disparate, mais ça peut aller de 15, peut-être 20, 25 000 euros pour des EIS réalisés en quelques mois par un bureau d'études privé externe à 50, 60, 70 000 euros pour les EIS les plus complètes et réalisées par exemple par des acteurs académiques type EHESP, où on a un financement qui est en général supérieur que quand on fait appel à un opérateur externe privé. Mais c'est des EIS aussi qui sont généralement plus longues et plus complètes. Mais voilà pour vous donner un petit peu des fourchettes d'idées et de temps. Pour finir, du coup, sur la méthode maintenant de l'EIS, vous avez parlé de la définition et de la pratique en France. Maintenant, la méthode, l'EIS, c'est une démarche qui est structurée en 6 étapes, d'accord? Sélection, cadrage, estimation, recommandation, suivi et évaluation. La première étape, l'étape de sélection et d'analyse, c'est vraiment l'étape où on va décider, dont l'objectif est de décider d'engager ou pas une EIS. D'accord? Donc, en gros, l'idée, c'est, on a entendu parler de l'EIS à une matinale de la recherche, ailleurs, à l'EHESP, où vous voulez. On a un projet et on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être de faire une EIS sur ce projet-là. L'idée de l'étape de sélection, ça va être de faire une analyse préalable du projet, d'accord? Regarder rapidement, le balayer par la grille des déterminants de la santé, faire une analyse rapide du contexte aussi, et au regard de ça, décider si l'EIS peut être faisable, d'accord, au regard des moyens financiers qu'on a et humains. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'en effet, le projet, il y a un certain nombre d'enjeux sanitaires et sociaux? Et est-ce qu'elle est utile? C'est-à-dire, est-ce que les recommandations de l'EIS peuvent servir à changer le projet? D'accord. Si on est trop tôt, qu'on n'a rien à évaluer, il ne vaut mieux pas faire l'EIS. Si on est trop tard et qu'on n'a rien à changer dans le projet, parce qu'il est déjà commencé à mettre en œuvre, il ne vaut mieux pas lancer l'EIS. Il y a une bonne fenêtre qui est en général quand on est dans la phase de conception du projet, mais pas trop tôt non plus, d'accord, qu'on a des premières études opérationnelles, on a des éléments à évaluer. C'est en général la bonne temporalité. Donc, si le projet il est utile, si l'EIS elle est utile, elle est faisable et elle est pertinente, on va décider en effet d'engager du temps. Si elle ne l'est pas, vous pouvez très bien à ce stade dire on s'arrête là, on ne fait pas d'EIS, ça ne sert à rien d'engager du temps et des moyens pour en faire. Et peut-être qu'il vaut mieux faire une sensibilisation, une formation action, une démarche d'accompagnement, bref, il y a plein d'autres outils à votre disponibilité. Voilà. Dans la réalité, ce qui se passe parfois, et j'en suis conscient, et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, si vous êtes coordinateur de CLS, par exemple, et que ce qui peut arriver, c'est que parfois, en fait, le principe de faire une EIS, il est déjà acté, parce que vous avez contractualisé dans votre CLS avec votre ARS de faire une évaluation d'impact sur la santé. Et donc, le principe, il est déjà acté. Vous allez en faire une EIS, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas conclure de ne pas faire d'EIS.
Ce qui peut être intéressant dans ce cadre-là, ça va être de choisir, de faire de cette première étape plutôt une étape où vous allez sélectionner quel projet est le plus pertinent pour faire votre UIS, d'accord? Le principe de faire une UIS, OK, il est acté. Par contre, et donc du coup, vous allez peut-être faire une petite analyse de plusieurs projets, d'accord, de manière un peu comparative et voir quel est le projet sur lequel le IS, il y a la meilleure temporalité, il y a le meilleur contexte politique, le projet il a des enjeux sanitaires, sociaux, ce que vous voulez, environnementaux, ben voilà. Et du coup, sélectionnez finalement le projet qui va faire l'objet de votre IS. Donc voilà, c'est ce qui peut arriver parfois. Une fois en tout cas que vous avez décidé d'engager votre IS, vous rentrez dans le cadrage. Donc là, en général, quand vous faites appel à un opérateur privé, c'est là qu'il entre en jeu. Et l'étape de cadrage, ça va être à la fois de délimiter le périmètre de travail de l'EIS et d'organiser le travail. Donc pour délimiter, puisque je vous disais que dans une EIS, on va essayer d'étudier les impacts du projet sur les déterminants de la santé, mais on ne peut pas travailler sur tous les déterminants de la santé. Il y en a trop. Donc, le but du cadrage, c'est d'arriver à déterminer sur quel déterminant de la santé on va se concentrer dans la suite du travail. Et pour faire ça, on fait une analyse un peu plus poussée de la littérature, du contexte du projet, et on va faire un profil du territoire aussi et des populations pour comprendre quels sont les enjeux locaux. Et à partir de ça, on va réussir à sélectionner sur quel déterminant de la santé on va se concentrer dans la suite de l'analyse. D'accord. Et en parallèle, on va organiser le travail, là, on va mettre en place les instances de pilotage, bref, vraiment les modalités de recueil, d'analyse de données, les partenaires. Là, c'est vraiment plus la gouvernance. Une fois qu'on sait sur quel déterminant de la santé on va se concentrer et comment on va les étudier, ben on passe dans l'étape d'estimation des impacts, qui est l'étape où on collecte et on analyse les données pour évaluer les impacts de notre projet sur les déterminants de la santé qu'on a retenus. D'accord? Donc là, c'est le cœur du réacteur. On va pouvoir faire des analyses autant quantitatives que qualitatives, selon aussi sur quel déterminant de la santé on se concentre. Travailler sur la cohésion sociale, c'est pas pareil que travailler sur la qualité de l'air, d'accord? Et on va pouvoir mobiliser là, vraiment, l'idée, c'est de faire un travail de triangulation de nos données issues de la littérature, du terrain, et puis de modélisation quantitative, et pour permettre d'estimer nos impacts, d'accord? Une fois qu'on a estimé nos impacts positifs et négatifs, on va faire des recommandations, d'accord, pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs du projet, d'accord? Donc ça, on le fait forcément, on les fait en tant qu'opérateur, en partenariat avec la collectivité qui porte le projet, le IS, et puis aussi avec l'ARS, des experts, les citoyens, bref, tous les partenaires impliqués dans la démarche. Une fois qu'on a fait nos recommandations et rendu notre rapport, en général, là, l'opérateur, son travail se termine, et c'est la collectivité qui porte le projet faisant l'objet de l'EIS qui vraiment là, revient en force, puisque l'étape 5, c'est l'étape de mise en œuvre des recommandations et on s'assure de leur suivi. D'accord? L'EIS, je vous le répète, c'est un outil d'aide à la décision, donc il faut que les recommandations soient mises en œuvre. Donc, il y a un travail de suivi. Et puis, la dernière étape, qui se fait en général plusieurs mois ou plusieurs années après la réalisation de l'EIS, c'est l'évaluation. On va essayer d'évaluer à la fois les résultats opérationnels de l'EIS, est-ce qu'elle a servi à quelque chose, et puis ces résultats plus structurels, d'accord? Qu'est-ce que la démarche a permis, a permis. Donc, voilà un petit peu la méthode de l'EIS. Donc, pour conclure, parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps, je m'en excuse, mais pour conclure rapidement, vous dire que l'évaluation d'impact sur la santé, elle appartient à la famille des évaluations d'impact et elle a, comme son nom l'indique, un focus sur la santé, mais ce n'est pas, premièrement, une évaluation ex post de politique, programme ou projet de santé, d'accord? Donc, ce n'est pas une évaluation classique des politiques publiques, d'accord? Une évaluation dite rétrospective, d'accord? Dans l'EIS, vous l'avez compris, on est vraiment prospectif. Et on s'intéresse à analyser de manière prospective les impacts sur la santé de projets, programmes ou politiques avant leur mise en œuvre et qui sont en dehors de la santé. Donc, c'est différent de l'évaluation classique, rétrospective des politiques de santé. Donc, c'est différent de ça. C'est différent aussi de l'étude d'impact sur l'environnement ou d'autres démarches réglementaires comme l'évaluation quantitative des risques sanitaires, puisque, alors, comme le IE, comme l'étude d'impact sur l'environnement, le IS, elle est prospective et c'est un outil d'aide à la décision. D'accord? Donc, ça, c'est les points communs entre le IE et le IS. Mais la différence, c'est que, premièrement, le IE, comme son nom l'indique, elle s'intéresse à l'environnement et pas, alors que le IS à la santé. Deuxièmement, le IE, elle est vraiment dans une approche en termes de facteurs de risque environnementaux, là où le IS, je vous l'ai dit, elle regarde les effets sur les déterminants environnementaux de la santé, mais aussi les autres déterminants individuels et sociaux. Et elle est dans une approche aussi de facteurs de risque, mais aussi de protection. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que le IS,
l'EIE, pardon, est très réglementaire, d'accord, là où l'EIS ne l'est pas. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'obligation. La quatrième, c'est que l'EIE n'est pas participative et ouvert à la population, là où l'EIS, elle l'est. Et puis la cinquième, c'est une question vraiment de méthode. L'EIE est aussi dans une approche, je vous l'ai dit, de risque, mais beaucoup plus quantitativiste, là où l'EIS mêle des approches qualitatives de sciences sociales et quantitatives de sciences environnementales pour étudier les impacts du projet sur un ensemble de déterminants de la santé. Ce n'est pas un diagnostic préalable à l'élaboration de projets. Je vous le disais, là, il y a vraiment la notion de faire l'évaluation d'impact d'une intervention, d'un projet. Donc, on n'est pas sur juste simplement un diagnostic de l'existant. Dans l'EIS, on fait certes un profil du territoire, des populations, mais c'est plutôt finalement pour caractériser l'état initial de notre site, de notre territoire, et le comparer à ce que le projet va permettre pour mieux identifier finalement et mettre en lumière les impacts associés au projet. D'accord? Donc, on fait plus un état initial qu'un simple diagnostic, entre guillemets, simple. C'est un gros travail avec un diagnostic préalable à l'élaboration de projet. Et puis aussi, la différence, c'est que le IS, on vient pendant la conception du projet, d'accord, mais on vient évaluer un projet qui est déjà, qui est déjà existant, enfin, qui a déjà une matérialité, qui commence à être conçu. On n'est pas vraiment dans le diagnostic avant le projet. Et enfin, ce n'est pas non plus une démarche d'accompagnement tout au long d'un projet, de sa conception à sa mise en œuvre, à sa livraison. Le IS, on est vraiment sur un travail d'estimation, d'évaluation à un instant T d'un projet tel qu'il existe, tel qu'il est conçu à un instant T. Donc voilà ce que ce n'est pas. Le IS, c'est plutôt, et comme je vous l'ai dit, vraiment un outil d'aide à la décision autant que de sensibilisation. Retenez bien ça, c'est vraiment important. C'est un outil qui est utile aux décideurs et aux partenaires de par les recommandations qu'il produit, mais c'est aussi une démarche qui est utile aux personnes qui participent, qui sont là pendant 6 mois, 1 an, autour de la table et qui sont sensibilisées aux notions de déterminants de la santé, d'approche systémique, d'utilisation de données probantes. Il y a des partenariats qui peuvent aussi se créer. C'est une démarche, je vous l'ai dit, partenariale et participative. C'est une méthode qui est encadrée. Il y a des standards de qualité à suivre, il y a un référentiel minimum à respecter, mais c'est clairement adaptable à chaque territoire et à chaque projet. Il faut que vous l'ayez aussi en tête. On peut investiguer 2 déterminants de la santé, 8, 10, 12 déterminants de la santé. On peut le faire en 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a vraiment, voilà, il faut respecter le suivi notamment des étapes, qu'elles s'enchaînent bien, un certain nombre de principes autour de l'équité, de l'utilisation de données probantes, de participation citoyenne. Mais ensuite, une fois qu'on est dans ce cadre-là et qu'on respecte ces standards-là, c'est clairement flexible, d'accord? Et notamment, ça s'adapte à la temporalité du projet sur lequel le l'IAS est appliqué. Et donc, au final, ben, ça a des effets et des plus-values qui ont été objectivés par la littérature scientifique, d'accord, par des évaluations de l'IS, qui sont autant opérationnelles, d'accord, que structurelles. Je vous prendrai par exemple, j'ai en tête, pour conclure, une EIS, par exemple, qu'on a fait à Strasbourg il y a quelques années, où on a sorti 40 recommandations, d'accord, qui ont été mises en œuvre, la plupart, d'accord, de manière opérationnelle, d'accord, donc ça a clairement servi, notamment à baisser l'exposition des populations vulnérables aux polluants atmosphériques par le recul d'un certain nombre d'infrastructures et d'habitations par rapport à la route, le maintien d'infrastructures sportives qui devaient être voilà, détruites par le projet qu'on étudiait et qui finalement ne le seront pas grâce à nos recommandations. Donc, il y a des effets opérationnels, mais aussi structurels. Dans cette EIS-là, on a travaillé avec un aménageur qui, derrière, ben voilà, a vraiment été sensibilisé à la question du lien entre aménagement, urbanisme et santé, avec lequel on a bossé derrière dans d'autres projets. Il y a des capteurs de qualité de l'air qui ont été mis en place sur le quartier grâce à l'EIS. Il y a une colocation solidaire qui a été mise en place parce que il y avait 2 partenaires qui s'étaient rapprochés pendant l'EIS. Voilà, on a travaillé avec des assos, on a essayé de faire aussi un petit peu d'empowerment grâce au travail de collecte de données, etc., etc. Donc, il y a vraiment des effets aussi structurels. Donc, au final, le message que je voudrais, pour conclure, que vous ayez en tête, c'est que l'EIS, c'est une option qui est très intéressante pour tout ce que je vous ai dit là, pour mettre en œuvre des objectifs de santé publique, lutte contre les inégalités de santé, intégration de la santé dans toutes les politiques, prise en compte de la santé, de l'environnement, de l'urbanisme, mais c'est qu'une option parmi d'autres, d'accord? Et il faut vraiment que vous questionnez, en fait, au moment de lancer une EIS, quels sont vos objectifs, quel est le contexte et quels sont les moyens que vous avez à votre disposition. Et si l'EIS, ce n'est pas l'outil le plus pertinent, le plus adapté, le plus faisable, vous pouvez très bien partir sur d'autres. Par exemple, si vous êtes trop tôt dans le projet, qu'il n'y a rien à évaluer, mais que vous voulez plutôt juste sensibiliser les acteurs, les élus, les techniciens, vous pouvez plutôt peut-être partir
sur une formation courte à l'urbanisme favorable à la santé de 2 jours. Si vous sentez qu'il y a un gros projet, qu'il y a des impacts sur la santé, mais que vous n'avez pas de moyens mobilisables pour faire le IS, essayez de mobiliser l'EIE. D'accord? Il y aura forcément une étude d'impact sur l'environnement sur ce projet-là, qui doit prendre en compte la santé. D'accord? C'est écrit dans le code de l'urbanisme. Essayez de l'investir. Si vous sentez que c'est trop tôt, qu'il n'y a rien à évaluer, pareil, c'est trop tôt pour faire une EIS, mais qu'il y a des acteurs mobilisés et qu'il y a une expertise autour de la santé publique, peut-être essayer de partir sur une démarche aussi d'accompagnement, d'accord, et pas d'évaluation de l'instant T, mais d'accompagnement pour que voilà, à chaque étape de votre projet, la santé soit prise en compte. Si vous avez enfin, par exemple, un intérêt et une expertise pour une thématique plus précise, par exemple, en quoi votre projet pourrait affecter la qualité de l'air et donc les maladies cardio-respiratoires, vous pouvez partir sur des outils beaucoup plus quantitatifs qui existent, comme les outils d'évaluation quantitative d'impact sanitaire, mais qui ne nécessitent pas de mettre en œuvre toute une démarche de IS avec des moyens et des partenaires et du temps. Donc voilà, un petit peu par quoi je voulais conclure, vous dire que c'est un outil hyper intéressant, pertinent pour mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs de santé publique, mais que c'est un outil parmi d'autres et que l'important, c'est de mobiliser celui qui est le plus pertinent au regard de votre objectif, de votre contexte et de vos moyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. N'hésitez pas à poser vos questions à chaud dans l'espace discussion. Pendant ce temps, on va passer à la présentation de Sébastien Lodero qui va aller illustrer une démarche de IS avec le dispositif Codeis. Et donc, je lui laisse la parole et la place. Merci, Carole. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Sébastien Lodero, le coordinateur du dispositif régional Comodeis qui s'occupe de développer la stratégie régionale de développement des évaluations d'impact sur la santé sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà, je suis à l'origine de ce dispositif Comodeis depuis fin 2016, début 2017. Donc, ça fait 5 ans que nous travaillons sur ce dossier avec l'équipe de l'IREPS et que nous, chaque année, essayons d'adapter, de définir des nouveaux objectifs en fonction des enseignements que cette expérience de Comodeis nous donne chaque année. Donc, peut-être pour illustrer mon propos, je vais tout de suite vous lancer une vidéo. C'est une vidéo qui est présente sur notre blog Santé et Territoire où se trouve un espace dédié aux évaluations d'impact sur la santé en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on y trouve beaucoup de choses, des outils, des articles, des choses de référence sur les évaluations d'impact sur la santé. Et notamment, oui, aussi tous les outils que nous avons produits avec Comodeis pour accompagner les collectivités sur ce cheminement de l'évaluation d'impact sur la santé. Donc là, cet outil de vidéo, on l'utilise pour les sensibilisations, on le présente aux élus, aux collectivités souvent, pour illustrer un peu ce que sont les EIS. Et c'est un retour d'expérience des gens qui ont réalisé les premières EIS sur la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir Bordeaux Métropole avec la ZAC de Bruges en Gironde, Bressuire en Deux-Sèvres et puis Villeneuve-les-Salines, un quartier de La Rochelle en Charente-Maritime. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Je vais partager mon écran et puis je lance la vidéo. On sait que parmi les facteurs qui agissent sur la santé, le soin n'intervient qu'à peine pour 20%. Et pour les 80% des autres facteurs, ce sont les déterminants environnementaux, ce sont les éléments de comportement qui, je dirais, interviennent directement sur la santé. Quand on m'a parlé de cette évaluation d'impact sur la santé, je me demandais bien ce que c'était que cette affaire. D'abord parce que le terme de santé peut être pris à plusieurs sens. Pour moi, la santé, c'était simplement être malade et ça n'allait pas plus loin que ça. Mais j'avoue que j'étais loin de penser que ça allait avoir un champ aussi large. C'est vraiment le bien-être, qu'est-ce qu'un équipement collectif peut apporter au bien-être de l'ensemble des populations qui sont concernées par cet équipement. C'est à la fois pour moi une idée et une méthode. Une idée, c'est d'intégrer dans les politiques publiques
conduite par les collectivités territoriales une dimension santé publique. Et une méthode, c'est associer les élus et les citoyens à un projet de manière à aboutir à une prise de conscience commune que chaque aménagement, chaque projet a des conséquences sur la santé de la population. L'expérimentation elle a démarré en 2015 dans 2 régions, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Ça a donné lieu à 3 projets qui ont émergé et c'est grâce à ces 3 retours d'expérience qu'on a un petit peu pu forger notre conviction sur l'intérêt que peuvent présenter l'évaluation d'impact en santé. Donc ces 3 expérimentations, elles sont intéressantes parce qu'elles sont à taille différente, avec des enjeux différents, des organisations, une gouvernance différente. On a eu d'abord, pour nous expliquer, 2 journées de formation qui ont été absolument passionnantes, parce que là, on s'est vraiment aperçu que le champ d'application allait plus du côté du bien-être plutôt que simplement que de la santé telle que le commun des mortels l'entend, quoi. Les premiers temps, ça a été vraiment comment on se parle, comment on traduit un projet urbain, un projet d'aménagement. On ne comprenait pas tous les mêmes mots, des termes d'urbanisme, on ne les connaissait pas trop. Donc cette équipe évaluatrice, elle a pris un peu de temps au début pour pouvoir se parler, qu'on se comprenne. Et ensuite, on a pu vraiment travailler ensemble. Cette étude portait sur le déplacement de deux écoles qui étaient dans un secteur qui est concerné par la politique de la ville. On voulait vraiment faire quelque chose, une implantation qui soit plus, qui puisse permettre un peu plus de mixité et aussi avec la possibilité d'un franchissement d'une voie SNCF qui coupe la ville en 2 pour aller rejoindre un autre quartier de la ville. On est sur un quartier qui existe déjà depuis une dizaine d'années, le quartier du Tasta, les vergers du Tasta. Et cette zone d'aménagement concerté, elle s'est construite en 3 phases. Notre UIS, elle a porté sur la 3e phase, c'est-à-dire là, c'est une friche pour l'instant. Il y a donc 600 logements qui vont être construits sur la 3e phase. Il y a des espaces publics évidemment qui vont en accord avec ces projets de construction de logements, et puis peut-être des équipements publics aussi. C'est un peu l'analyse de ce qui existait et puis surtout on va se dire, dans ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux ? On teste la démarche sur le projet de renouvellement urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, qui est un quartier politique de la ville, où donc l'évaluation d'impact en santé a toute sa place dans un quartier politique de la ville, pour d'une part favoriser le bien-être des habitants, pour tenter de réduire les inégalités de santé, et puis aussi il y a un aspect environnemental pour faire en sorte que les habitants soient fiers d'appartenir à ce quartier. On va mettre en perspective les propositions d'aménagement urbain avec l'attente que nous on a comprise, en tout cas dans une partie du discours, telle que formulée par les habitants. Il y a des réunions qui sont organisées pour le public très général sur le quartier. Il y a des réunions qui sont organisées avec les différentes structures, par exemple le centre social, pour connaître nos projets, nos envies, nos besoins. J'habite le quartier depuis 9 ans et en tant qu'habitante, oui, j'ai envie de savoir ce que le quartier va devenir. Et nous, élus, c'est plus que nous avons, ça nous ouvre notre champ de vision sur des projets. Ce n'est pas envahissant comme projet, ce n'est pas envahissant, je dirais, au niveau de timing. C'est tout à fait faisable. Et en tant qu'élu, c'est aussi une prise de conscience que l'on est responsable des projets que porte la collectivité, avec les conséquences qu'il peut y avoir sur la population. Pour le marché, pour l'architecte, pour le concours d'architecte, ça va nous donner dans le cahier des charges des précisions qui vont être, auxquelles on n'aurait pas pensé. Certains opérateurs nous proposaient par exemple des balcons qui ne correspondaient pas très bien à ce qu'on voulait. Donc on leur a demandé de faire des espaces de vie extérieurs beaucoup plus grands, des balcons beaucoup plus spacieux pour qu'il y ait aussi une vie à l'extérieur. Ça permet au niveau de ces recommandations et de l'EIS de lutter par exemple contre le tabagisme passif. Par exemple, une équipe qui, en début de mandat, qui se fixe des chantiers importants. Nous sommes, nous, impliqués, nous avons déjà notre point de vue. Les riverains, eux, ont leur point de vue et on peut arriver à des situations de confrontation ou d'incompréhension. Là, on peut demander à réaliser justement une étude d'impact sur la santé. Dans certains projets, parfois, on se dit a posteriori, mince, on n'aurait pas dû peut-être réaliser, voilà, il y a des gènes, ça ne va pas. Donc pourquoi ne pas réfléchir et se poser ces questions en amont, où il est encore temps de réagir, ou en aval, il était là trop tard.
Chacun a trouvé sa place quoi, dans cette EIS et est monté en compétence. Et du coup, on sait que maintenant, on a des gens avec cette expérience-là qui peuvent aussi le diffuser et en faire faire d'autres EIS. Hein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de diffuser la démarche et puis de pouvoir la reproduire. Nous devons atteindre le double objectif, de concilier à la fois qualité urbaine, mais aussi qualité de vie dans les quartiers. Je vais vous présenter un peu plus précisément le dispositif Comodeis qui est à l'origine de cette vidéo que vous venez de voir. Peut-être vous expliquer un peu pourquoi une IREP s'intéresse notamment aux évaluations d'impact sur la santé. C'est que, bien sûr, c'est une démarche qui nous semble être très intéressante pour transformer la vision commune de la santé, notamment au niveau des collectivités et des responsables qui prennent des décisions, pour essayer de bien expliquer que la santé, comme l'a dit Guilhem avant moi, va bien au-delà du soin et qu'elle ne relève pas seulement du secteur sanitaire, mais qu'il y a plein d'autres facteurs qui viennent impacter les enjeux de santé. Alors, voilà, notre conviction aussi, c'est que les collectivités, elles ont un rôle important à jouer sur la santé de leurs habitants. Hein, comme l'a dit Guilhem, c'est bien dans le cadre de vie quotidien des gens que se joue en grande partie leur santé. Et voilà, je suis absolument convaincu que c'est bien au quotidien et dans la proximité qu'on peut aider les collectivités à mieux contextualiser leurs enjeux de santé. Dans l'idéal, le travail qu'on essaye de faire ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est d'amener les villes à se questionner en fait sur l'impact de leurs décisions sur la santé, comme le dit la Charte d'Ottawa. On a vraiment l'impression de prendre au mot ces principes de la Charte d'Ottawa en travaillant avec l'outil EIS. Et que les collectivités puissent un jour, on puisse les amener à se questionner sur, par exemple, de quelle manière les logements de leur ville vont contribuer au bien-être et à la santé de leurs habitants. Comment le développement des mobilités actives contribue à lutter contre les maladies chroniques. Comment est-ce que les choix d'aménagement des cours de récréation dans les écoles peuvent améliorer le partage équitable des espaces de jeu, la diminution des conflits, la socialisation des enfants. Intégrer ce type de questionnement sur l'ensemble des politiques d'une collectivité, ça peut vraiment être une avancée importante pour répondre aux défis qui s'annoncent pour notamment les générations futures, mais toutes les problématiques de santé publique contemporaine qui sont finalement peu soignables par la médecine. La médecine peut accompagner les maladies chroniques, elle peut accompagner des enjeux autour du diabète, autour de l'asthme, des enjeux de santé mentale, mais quand il s'agit d'isolement social, d'éléments comme ça, on a peu de réponses, de solutions à ce genre de situation. On peut juste accompagner. Et je pense que ces stratégies qui sont très en amont finalement de ce secteur sanitaire sont finalement les plus aptes à relever le défi de la prise en charge de ces maladies, en tout cas de réponse à ces maladies-là ou à ces pathologies-là, mais pas seulement au niveau des pathologies des maladies, mais qui sont une manière d'approcher la santé, comme le disait Guilhem, de manière plus positive et plus ouverte, ce qui peut permettre aussi de mieux lutter contre les inégalités territoriales de santé, qui elles aussi demandent une approche complexe, plus multifactorielle pour pouvoir agir sur l'ensemble des leviers qui gèrent la santé. Donc c'est bien l'idée de travailler sur les conditions de vie très en amont pour éviter l'émergence des problématiques de santé. Alors, pour recontextualiser sur Comodeis en Nouvelle-Aquitaine, nous, les EIS, elles ont été cadrées par un document important qui est le programme régional santé environnementale. Elles ont été cadrées sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc en cela, on n'a pas été plus original que les autres. Hein. Vous avez bien vu dans la présentation de Guilhem que c'était la majorité des EIS au niveau national et international qui étaient sur l'aménagement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc le développement des EIS est centré sur ce cadre-là, même si j'espère que sur la future version du PRSE 4, les travaux vont démarrer là prochainement, nous pourrons ouvrir, j'espère, les EIS sur d'autres sujets, l'éducation, des sujets sur le changement climatique, et puis aussi peut-être sur des enjeux alimentaires comme
les plans alimentaires territoriaux, qui sont des sujets que j'aimerais vraiment pouvoir traiter avec les évaluations d'impact sur la santé. Donc pour nous, la stratégie avec l'ARS de départ pour développer Comodéis, c'était de se dire, on va essayer de travailler à changer, à faire évoluer la vision de la santé vers une approche beaucoup plus globale sur les déterminants de la santé, avoir une meilleure connaissance pour les collectivités de l'ensemble des facteurs qui influencent cette santé, et puis aussi permettre de renforcer l'implication des collectivités dans les différents défis que la santé publique doit relever aujourd'hui. Donc, c'est avec ces objectifs-là, ce changement culturel qu'on essaye de l'aborder de cette manière-là, de changement culturel qu'on a développé notre stratégie de développement des évaluations d'impact sur la santé. Avec, je dois le dire, en réalité, au début, l'idée qu'on est dans une démarche pédagogique avant tout, plus que de réaliser au départ des belles EIS, il s'agissait plus pour nous de permettre cet échange, ce dialogue et de faire évoluer cette vision de la santé et d'expérimenter l'analyse des leviers sur lesquels les collectivités peuvent jouer pour améliorer les enjeux de santé de leur territoire. Donc, Comodéis, c'est un outil de déploiement de cette stratégie régionale de développement des EIS en Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif de soutien des collectivités dans la mise en œuvre des EIS. C'est financé par l'ARS et ça a été conçu et réalisé par l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. Donc, les acteurs de Comodéis sont les suivants. Vous avez le pôle régional santé-environnement de l'ARS qui définit la stratégie régionale de développement des EIS, qui va superviser le dispositif Comodéis et qui instruit aussi les dossiers qui remontent des territoires sur les volontés, les souhaits des collectivités de réaliser une évaluation d'impact sur la santé. Vous avez la délégation départementale de l'ARS qui instruise ces demandes de financement des collectivités qui suivent les travaux des EIS, mais qui ont un rôle vraiment fondamental dans le dispositif Comodéis, parce que c'est aussi elles qui prennent les premiers contacts avec les collectivités et qui souvent font un premier niveau d'échange sur l'idée de développer des évaluations d'impact sur la santé et ce que peut apporter à la collectivité ce genre de démarche. Souvent, lorsque la collectivité est intéressée, la délégation départementale appelle l'IREPS qui va venir informer, sensibiliser sur ces questions des évaluations d'impact sur la santé. Et donc, voilà, l'IREPS coordonne l'ensemble de ce dispositif d'appui depuis le départ, depuis le début de l'idée de travailler sur ces enjeux de cette manière-là, avec cette approche-là globale de santé avec les EIS. L'IREPS intervient très tôt pour pouvoir justement répondre aux questions des collectivités, à leurs interrogations et essayer d'analyser l'opportunité de réaliser l'EIS avec une collectivité. Ensuite, vous avez bien la collectivité, elle qui a dans ce dispositif Comodéis la charge de communiquer, de mobiliser en interne, de créer des instances pour pouvoir organiser l'intégration de l'EIS au sein du projet de la collectivité. Et puis, elles vont choisir et aussi elles accompagnent aussi le prestataire dans sa mission, puisque c'est un prestataire qui est le 5e acteur de notre dispositif qui va réaliser l'EIS. L'IREPS ne réalise pas d'EIS, l'IREPS accompagne la collectivité dans sa demande d'EIS pour qu'elle soit plus mûre et pour que surtout ce ne soit pas un dossier en plus avec un rapport d'expertise qui finisse dans un tiroir, mais pour qu'on ait tiré toutes les leçons pédagogiques, j'ai envie de dire, de la démarche de l'IS, c'est de faciliter l'appropriation des conclusions par la collectivité de cette EIS-là. On est là pour faciliter finalement l'ensemble de la démarche. Alors, pour être un peu plus précis, les étapes de Comodéis, c'est dans un premier temps, il y a toute la dimension plaidoyer, sensibilisation. On a créé un certain nombre d'outils pour le faire. Je viendrai dessus un peu plus tard, mais voilà. On diffuse et on essaie de promouvoir cette démarche EIS auprès des collectivités. Donc, il y a une organisation de séances d'information comme celle-ci, où on se déplace sur les territoires, on va rencontrer les collectivités, soit des fois au niveau départemental, soit des fois ce sont les acteurs qui sont des acteurs, par exemple, des gens qui ont en main les dispositifs de petites villes de demain. Vous allez avoir
les associations des maires qui vont être sensibilisées sur les EIS. On va avoir récemment, j'ai intervenu auprès des CAUE qui font du conseil en architecture, en urbanisme auprès des collectivités. On a sensibilisé des agences d'urbanisme sur ces enjeux de l'EIS pour essayer de créer un écosystème où cette culture de l'EIS, elle est la plus, si possible, répartie sur l'ensemble du territoire, que les gens en ont entendu parler et voient à peu près de quoi il s'agit. Donc ça, cette dimension-là, elle prend pas mal de temps et elle demande un investissement vraiment important de la part de l'ARS pour pouvoir amener progressivement à renforcer cette culture autour d'une approche très en amont sur les enjeux de santé avec l'aide d'une démarche comme celle de l'EIS. Ensuite, vous avez l'accompagnement à la sélection du projet. Donc, Guilhem en a parlé. C'est-à-dire que Comodeis intervient à créer une grille de sélection pour pouvoir établir un certain nombre d'éléments pour pouvoir analyser l'opportunité de l'EIS, quelle va être la plus-value de tel ou tel projet. Voilà, on analyse plusieurs projets dans l'idéal, mais ça ne se passe pas toujours comme ça dans la réalité. Parfois, il y a un seul projet, mais ça ne veut pas dire qu'on fait forcément l'EIS. Si le projet n'est pas, on évalue qu'il n'est pas opportun de réaliser une EIS, on renvoie à un autre projet ultérieur pour la collectivité qu'elle pourra présenter une autre année. Voilà, on essaye d'entrer en dialogue, on entre en dialogue avec la collectivité sur des séances de travail autour de la sélection du projet à partir d'une grille avec des critères. Donc, et puis, on travaille, si la collectivité arrive à sélectionner un projet que nous, on a un regard avec l'ARS en se disant oui, ça peut apporter une plus-value, les enjeux de santé sont présents et intéressants, on lance l'EIS sur ce projet-là et on intègre après le protocole EIS dans la vie du projet et au sein de la collectivité et du fonctionnement de la collectivité. Donc ça demande aussi du travail et c'est aussi l'objet de Comodeis, de prévoir en amont comment on va réussir à intégrer l'EIS dans l'agenda du projet. Voilà, et est-ce que concrètement, comment fonctionne la collectivité et comment on peut faire finalement que la greffe des instances qui sont nécessaires pour réaliser l'EIS puisse prendre au sein des collectivités. C'est très différent si vous êtes dans une grande métropole comme Bordeaux, ou vous travaillez dans une grande collectivité comme Limoges ou Poitiers, que si vous êtes dans un petit village je ne sais pas, par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques comme Morlas, on a fait une EIS, 4000 habitants, ou si vous êtes bien sûr dans une collectivité comme, je sais pas, le Pays Ruffécois, par exemple, on a travaillé sur les enjeux de biodiversité avec eux, où là, vous avez des systèmes de gouvernance qui se mettent en place plus ou moins facilement selon bien sûr la taille des collectivités et les habitudes de travail en interne. Ensuite, la collectivité, une fois qu'elle a sélectionné son projet, qu'elle a commencé à travailler sur l'idée d'intégrer cette EIS au sein de sa collectivité, elle va faire une demande de subvention à l'ARS. Donc là, la collectivité remplit une demande de subvention et l'ARS, normalement, si tout se passe bien, valide le choix de subventionner une EIS pour cette collectivité. Et ensuite, la collectivité doit trouver un prestataire. Donc là, nous, on l'accompagne aussi. On a rédigé un modèle de cahier des charges type pour les EIS, que la collectivité retravaille et qu'elle recontextualise en fonction de son projet et des enjeux qui se posent sur son territoire. Et nous, on les accompagne aussi dans la rédaction de ce cahier des charges. Et puis, après, il y a un travail d'analyse des offres. Donc ça, la collectivité, si elle le souhaite, elle peut demander une lecture. Elles le font assez souvent de notre part pour essayer qu'on pose un regard pour voir quels sont les aspects finalement qui correspondent le mieux à la demande et aux enjeux de santé de la collectivité et d'essayer de voir les aspects positifs et peut-être les choses un peu moins détaillées ou sur lesquelles il faut revenir auprès du cabinet pour essayer de mieux comprendre l'offre. Donc on les aide à la lecture sur les points forts et les choses peut-être un peu plus fragiles de certains cahiers. De certaines propositions qui ont été faites dans l'appel d'offres qui a été lancé par la collectivité. Donc, c'est la collectivité qui, en dernière instance, choisit son prestataire EIS. Et puis, ensuite, une fois qu'elle a trouvé son prestataire, on lance assez rapidement, normalement, la formation Comodeis, qui est une formation starter qui va marquer le début de l'EIS, où on revient bien sûr sur, par exemple, tous les éléments que Guilhem vous a donnés pour essayer de détailler ce qu'est l'EIS. Et donc là, on revient sur les bases de l'EIS, ce que c'est qu'une évaluation, ce que c'est qu'un impact, ce qu'on entend par santé.
Tous ces éléments-là, on les partage avec les collectivités. On a plein d'outils pédagogiques, de manières, de modalités de travail au sein de cette formation. On analyse le projet, on se déplace, on va en observation sur site avec une grille d'observation pour que les participants qui sont autour de la table puissent tous regarder un petit peu quels sont les déterminants de santé, quels sont les enjeux de santé autour de ce projet. Et puis après, on revient sur table dans la formation avec le prestataire qui est présent pour travailler au pré-cadrage de l'EIS. Donc, on va commencer à pressentir de quelle manière on va prioriser certains enjeux de santé, là où on va poser de manière prioritaire le regard sur quelle population aussi. On voit qu'il y a des risques finalement plus importants de cumuler des facteurs défavorables, là où comment se répartissent ces impacts, on commence à pressentir un petit peu certains enjeux. On va donc précadrer, établir le périmètre de l'EIS et mettre les enjeux prioritaires pour que le cabinet qui est présent pendant qu'on fabrique, on définit ce précadrage dans la formation, il est là. On négocie ce qui est faisable, comment on peut le faire et ce qu'on priorise pour qu'il y ait une sorte de contrat d'engagement entre la collectivité et le prestataire, où nous, IREPS, on est là aussi à avoir un regard là-dessus pour pas que dans l'idée de Comodis, c'est aussi ça, c'est pas de laisser la collectivité qui connaît rien à l'EIS, qui n'est pas vraiment demandeuse de l'EIS, parce qu'elle ne connaît pas l'EIS quand on arrive la plupart du temps. Bon, maintenant, elles connaissent un peu mieux dans la région la possibilité de ce travail-là, mais au départ, quand on a démarré, parce que ça ne savait absolument rien sur les EIS, et c'est quand même encore le cas dans la majorité des collectivités, même chez nous, qu'on ne les laisse pas dans une relation trop inégale avec un prestataire ou avec un expert EIS, qu'elles puissent s'y retrouver, parce qu'on a bien vu avec l'expérience de Comodis progressivement que des prestataires qui vont avoir plus de facilité sur certains sujets, par exemple, qui ont déjà travaillé sur les enjeux de mobilité, qui ont déjà toutes les données sur les mobilités, ils vont beaucoup essayer de ramener parfois le cadrage sur des choses qui sont, c'est humain, mais sur des choses sur lesquelles ils ont des habitudes et ils ont une expertise forte. Et nous, il faut qu'on soit vigilant pour que le cadrage de la collectivité, ce soit bien celui de la collectivité, que ça ne glisse pas vers des choses qui vont plus arranger finalement le prestataire. Mais bon, comme dans Comodis, il y a aussi les prestataires qui sont présents dans plein d'instances d'échange et de dialogue. On parle de ça très ouvertement, de manière transparente, et ça se passe plutôt bien. Au début, on a eu quand même beaucoup de problèmes d'ajustement, de problèmes de est-ce que c'est vraiment une EIS ou pas ce qu'on a fait. Au début, personne ne connaissait les EIS et même les prestataires, ils étaient formés finalement à l'EIS, mais ils n'en avaient jamais vraiment fait. Donc, il a fallu quand même un certain nombre de EIS pour pouvoir monter en compétence. Ce n'est pas parce que vous avez fait la formation à l'HESP ou à Liverpool que vous êtes capable de réaliser une EIS tout de suite. Alors, vous allez faire une première expérience, mais comme le dit Françoise Jabot, il faut en avoir fait au moins 2 ou 3 pour vraiment prendre la dimension et savoir affiner sa méthodologie et ses outils pour faire une EIS. Donc, on a eu la part du feu de cette politique publique, qui est d'avoir des EIS qui n'étaient pas tout à fait dans le cadre de l'EIS. Mais aujourd'hui, on a une certaine expérience et maturité. Aussi, nous, Comodis, on est vigilants sur certains éléments de qualité qui nous permettent de faire monter aussi les exigences auprès des prestataires et les prestataires eux-mêmes. De toute façon, ils ont tout intérêt à faire des EIS de qualité pour pouvoir continuer à travailler aussi. Donc, tout le monde est monté en compétence un peu en même temps avec cet écosystème, cette économie qu'on a créée aussi autour de Comodis, qui a certains avantages, qui a certaines faiblesses aussi, de par sa nature et des choix qu'on a faits, mais qui n'est pas inintéressant en tout cas pour nous, puisque les retours d'expérience qu'on a, et on est en train d'évaluer Comodis en ce moment, on va avoir des conclusions en février, nous montrent qu'on n'a pas eu tort de se lancer dans cette démarche-là et qu'on a réussi à faire avancer pas mal de lignes au sein des collectivités qui ont travaillé avec nous. Et puis, une fois que cette formation est passée, starter de 2 jours de Comodis, l'EIS se lance tout de suite avec le prestataire. Et c'est vrai que là, nous, Comodis, on prend un peu plus de distance, on est un peu moins présent pendant la réalisation de l'EIS, on vient dans les comités de pilotage, on vient en soutien sur des comités techniques. Quand il y a des problématiques spécifiques avec les prestataires, il faut remettre du dialogue entre la collectivité et le prestataire. Des fois, on est appelé quand il y a des incompréhensions et on vient justement pour essayer de démêler un petit peu les choses et donner un point de vue un peu extérieur finalement à ces enjeux-là.
et avec ce regard toujours d'accompagnement bienveillant pour que les choses se passent le mieux possible. Maintenant, on se connaît tous assez bien et on connaît nos attentes les uns envers les autres, donc ça se passe de mieux en mieux. Et donc là, c'est la réalisation de l'EIS. Ensuite, peut-être je vais rentrer dans le détail un peu de ce qu'on apporte avec cette stratégie EIS. Donc, on a créé une plateforme ressources EIS qui est le bloc Santé et Territoire de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. On a créé des plaquettes d'information papier pour les collectivités, aussi pour les DD, pour qu'elles puissent communiquer, mais aussi pour sensibiliser les DD de l'ARS. On a aussi fait un travail de sensibilisation des DD en organisant une journée sur la question des EIS, où on a beaucoup travaillé avec les DD pour répondre à leurs questions, leurs interrogations et comment elles pouvaient s'approprier cette stratégie de développement des EIS en amont d'aller tout de suite apporter la bonne parole aux collectivités. Au-delà de ces plaquettes d'information, vous avez la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure qui nous sert pour sensibiliser un petit peu. Vous avez des élus, des techniciens et des habitants qui parlent de ces EIS. Vous avez la grille de sélection dont j'ai déjà parlé, le modèle de cahier des charges. Ensuite, on met des sensibilisations collectives, entre autres, sur le territoire qu'on organise avec les DD, auprès des élus, des techniciens, enfin, de nombreux acteurs qui sont dans le champ qui nous intéressent pour informer, sensibiliser sur les EIS. Donc voilà, des fois, on vient voir un élu, on parle avec lui, on échange avec lui. Des fois, cet élu, on est dans une stratégie pour trouver un autre pair, un autre élu qui va aussi pouvoir défendre le dossier. Et puis après, on voit si vraiment ça peut prendre au sein de la collectivité, si on peut lancer une démarche collective telle que celle de l'EIS avec ses exigences qui sont de mobiliser l'ensemble des techniciens. Sur les formations Comodeis, vous avez une trentaine de participants dans les grandes collectivités. Dans les petites, on a une dizaine, mais dans les grandes collectivités, vous avez tous les services qui sont représentés dans cette formation. Donc, ce sont des approches transversales, intersectorielles qui sont assez nouvelles pour les collectivités, de sortir un peu de ces approches en silo. Souvent, le Comodeis, la formation Comodeis, c'est la première expérience qu'ils ont. Donc, en amont de cette formation, on leur explique un peu l'ensemble de ces enjeux-là et on essaye de préparer la collectivité à bien mobiliser l'ensemble des acteurs, les habitants aussi, sur leur territoire. Ensuite, vous avez un accompagnement donc sur mesure, où là, on vient en fonction des besoins de la collectivité, les soutenir dans chacune des étapes avant la réalisation de l'EIS. Et puis, vous avez la formation dont j'ai parlé, et puis des instances de pilotage au niveau régional. Il y avait un comité de pilotage qui se réunissait avec les instances des financeurs autour de Comodeis, et puis un comité technique qui était plus sur le pilotage opérationnel, et puis le GRAPEIS qui était notre groupe d'experts EIS avec Françoise Jabot, Tierno Diallo du Québec, et puis à un temps l'université de Saint-Quentin en Yvelines avant qu'elle nous quitte, qui était présente mais qui est revenue récemment d'ailleurs dans Comodeis. Donc, ce sont l'ensemble de ces personnes-là qui nous ont permis d'avoir un recul sur ce qu'on était en train de faire, aussi des éléments critiques sur ce qu'on était en train de faire. Alors aujourd'hui, j'ai tout fusionné, on a décidé de tout fusionner avec l'ARS dans un comité technique parce que finalement, voilà, là, on veut avoir tous les acteurs autour de la table, que ce soit les collectivités qui ont réalisé des EIS, qui nous apportent leur regard sur le dispositif, sur ses objectifs, que ce soit les DD de l'ARS qui sont présents, que ce soit les prestataires privés qui travaillent avec nous et qui réalisent les EIS, qui sont présents aussi dans cette instance-là pour parler des objectifs, critiquer ce qui a été fait, pouvoir améliorer et ajuster certaines choses. Et puis les experts comme Françoise Jabot de l'HESP, comme je le disais, qui viennent à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, qui sont présents pour aussi nous donner leur point de vue, leur regard sur ce dispositif Comodeis qui est en cours d'évaluation par un cabinet externe qui nous aide à tirer les enseignements de cette expérience depuis 5 ans. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu les collectivités, la spécificité chez nous, c'est qu'on est quand même la région qui a réalisé le plus d'EIS au niveau national. C'est juste un élément quantitatif. Je pense qu'il faut quand même rester sur les éléments qualitatifs qui doivent être prioritaires, beaucoup plus que d'être celui qui a fait le plus de EIS. C'est un fait chez nous, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans notre tête, dans notre esprit, un objectif. Là, le fait est que on a développé des EIS sur des collectivités qui ont des tailles très, très différentes. On a amené les EIS de manière assez importante vers le milieu rural, vers des petites collectivités, avec des enseignements différents, des expériences différentes de ce qu'on a
qu'on a compris en travaillant aussi avec les grandes collectivités. Un tiers de nos EIS sont sur des quartiers politiques de la ville, de rénovation urbaine. Et on a 11 départements sur les 12 qui ont pu développer au moins une EIS sur notre territoire. Vous voyez, les sujets sont des choses variables. Vous avez aussi bien des EIS qui sont sur des grandes rénovations urbaines sur, par exemple, le quartier de Villeneuve-les-Salines, comme il y a eu à La Rochelle, mais on peut penser aussi à des enjeux spécifiques comme le travail sur les bas d'immeubles d'un quartier politique de la ville à Niort, qui a fait l'objet d'une EIS, sur le quartier du Pontreau. On a des travaux aussi sur des écoles qui ont été mis en œuvre, un collège à Mérignac, près d'un aéroport. Vous avez les constructions d'équipements scolaires et de loisirs. On a des enjeux autour de la mobilité avec le Péruféquois et son plan de mobilité rurale qui a fait l'objet d'une EIS et il était validé avec les recommandations de l'EIS, ce plan de mobilité rurale dans le pays ruféquois. Vous avez des enjeux sur la biodiversité qui ont été développés notamment sur la communauté de communes Nord-Est Béarn en Pyrénées-Atlantiques. On a des choses sur la revitalisation de centre-bourg à Morlas, comme j'ai déjà dit. Voilà. Vous avez des réaménagements de centre-bourg. Voilà, ce genre de travaux qui sont voilà, qui viennent nourrir un peu notre réflexion régionale sur la question des EIS en fonction de chacune de ces expériences. Chaque EIS est différente, elle est dans des contextes différents, elle s'est déroulée différemment selon les prestataires aussi, selon les personnes aussi qui sont à la manœuvre, que ce soit aussi bien au niveau de la collectivité et au niveau des prestataires. Mais tout ça nous a amené au bout de ces 24 EIS qui sont soit terminés, soit en cours chez nous. Il y en a 8 qui sont en cours, 16 qui sont terminés. On a sensibilisé plus de 33 collectivités sur le territoire qui ont reçu à peu près une information comme celle que je vous donne aujourd'hui et celle que Guilhem vous a donnée sur l'ensemble du territoire. Donc, ça fait à peu près 256 personnes sur notre territoire, élus techniciens, qui ont été formés aux EIS grâce à Comodéis pendant 2 jours quand même. Donc, au bout de 2 jours, ils ont quand même une idée de ce dont on est en train de parler et de notre approche des enjeux de santé. Et puis, plus de 900 personnes qui ont suivi au moins une séance d'information comme celle-ci. Vous avez une carte sur notre blog avec le lien qui est là. Vous allez recevoir mon diaporama pour ceux qui participaient, pour pouvoir cliquer sur cette carte interactive où vous allez voir quelle est la ville, quel est le sujet qui a été abordé. Et puis, vous avez les rapports qui sont tous stockés aussi sur ce blog Santé et Territoire. Tous les rapports qui ont été produits en Nouvelle-Aquitaine sont présents sur ce territoire et on met aussi d'autres rapports qui sont produits au niveau national et qui sont intéressants pour nous. Voilà, un peu sur l'expérience de Comodéis. Qu'est-ce qu'on peut dire au bout de ces 5 années alors moi, j'ai réalisé un retour d'expérience en 2021, même si on a une évaluation maintenant qui va venir muscler, affiner un petit peu le regard sur Comodéis. Mais d'abord, on voit, et ça, c'est pas que ici en Nouvelle-Aquitaine, mais on voit bien que les EIS, on a des difficultés à partager l'intérêt de la démarche auprès des acteurs qui ne vont pas participer à l'EIS, c'est-à-dire qui ne vont pas vraiment être dans la réflexion au quotidien, qui vont s'interroger sur la question de ces impacts sur la santé, d'essayer de les caractériser. Ceux qui sont venus en gros au début, souvent les élus d'ailleurs, qui restent le plus souvent en retrait sur ces démarches, souvent ils sont là pour la sélection du projet au tout début, ils donnent leur accord pour qu'on y aille, qu'on travaille sur les EIS, mais c'est quand même reste les techniciens qui font quand même tout le boulot, en grande partie, et puis les élus qui arrivent après au comité de pilotage pour valider les recommandations concrètes de l'EIS sur le projet. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même des craintes autour de ces EIS, de la part souvent des collectivités. Ils ont peur d'alourdir le processus d'élaboration du projet d'aménagement à travers ça. Il y a des craintes d'être dépossédés du projet. Il y a des gens qui travaillent dans les services d'urbanisme qui n'ont pas forcément l'habitude de devoir croiser des regards avec des données qui viennent des enjeux de santé. Et puis aussi des habitants, d'autres acteurs qui vont venir donner leur avis sur les projets d'urbanisme, des acteurs de santé aussi qui vont venir donner leur regard. Ce n'est pas forcément une habitude et ça peut faire peur un peu. Donc, d'où l'importance de Comodéis pour essayer aussi de sécuriser, de rassurer sur ces enjeux-là, pour faire évoluer les lignes et permettre de percevoir différemment ces problématiques de santé et pouvoir les partager de manière plus transparente, les choix d'urbanisme.
Donc voilà, et puis des EIS qui peuvent remettre en cause, comme c'est arrivé dans certaines EIS, des choix de la collectivité sur des emplacements de sites, sur des conséquences, en effet, de choix d'aménagement qui sont délétères sur la santé et que l'EIS relève et qui remettent en cause des choix, des orientations qui avaient été prises ou qui n'étaient pas encore prises, mais qui étaient dans l'esprit de chacun et qu'il faut revoir et réévaluer à l'aune des problématiques de santé qui ont émergé dans le cadre de l'EIS. Donc voilà. On a sûrement des progrès à faire aussi sur le suivi des recommandations issues de l'EIS. On commence à avoir des dossiers qui sont bétonnés là-dessus, mais pendant longtemps, jusqu'en 2021, c'était les collectivités qui s'en saisissaient elles-mêmes et nous, comme EDS, on était assez peu présents là-dessus. Maintenant, on devient un peu plus vigilant là-dessus et donc on alerte les collectivités sur la préparation de comment les recommandations vont être suivies. On est sur des projets qui peuvent durer 6 ans avant que ça sorte de terre. Entre l'EIS et les premiers, la mise en route du chantier ou sortie de terre du chantier, ça peut durer 6 ans quand même. Donc, maintenir un suivi des recommandations, c'est essentiel pendant ces 6 années, d'autant plus que parfois les référents des démarches EIS, comme il y a un turnover important sur les missions santé au sein des collectivités surtout, qui sont assez fragiles, on a des gens qui peuvent partir, des coordinateurs de CLS qui étaient référents, des chargés de mission sur le développement durable qui peuvent partir aussi. Donc voilà, il faut bétonner un peu plus ça. Mais on a quand même des expériences d'EIS qui majoritairement sont assez positives sur les objectifs qu'on s'était fixés, nous, au niveau stratégique, sur les enjeux d'acculturation à l'approche globale sur la santé. Voilà. On a une plus grande ouverture du processus décisionnel. C'est sûr qu'on a quand on a les 30 acteurs autour de la table avec des responsables de l'urbanisme, de l'éclairage public, des déchets, des transports, la police pour les enjeux de sécurité, des habitants qui sont présents. On a vraiment, pour les directeurs généraux des services des collectivités, ça les intéresse, ça, les EIS, parce que souvent, ils souhaiteraient casser un peu les silos dans leur collectivité. Et l'EIS peut constituer un peu une innovation de montrer ce que ça peut donner, de croiser les regards sur la santé, sur un projet. Et puis, force est de constater que quand on convoque tout le monde, tous les services, toutes ces cultures différentes professionnelles, tous ces enjeux différents autour de la table, et qu'on regarde tous la santé, on arrive à se parler, en fait, quoi. Quand on a la santé en ligne de mire, en fait, ça crée une situation de dialogue et de partage autour du projet qui est assez évidente et qui permet ce dialogue et ces échanges et ces questionnements croisés de l'ensemble. Donc ça, c'est très, très intéressant comme apport. Un renforcement de la participation des habitants. On a des collectivités qui se lancent dans l'EIS parce qu'ils veulent muscler sur leur… Ils ne savent pas trop comment faire l'urbanisme avec les habitants, pas toujours. Et l'EIS leur donne l'idée, parfois ça les motive. À Niort, ça a commencé comme ça. Ils se disent, voilà, un outil pour travailler sur ce projet d'aménagement avec les habitants. Des nouvelles logiques, des nouveaux rapports de force différents dans les prises de décision autour des projets d'aménagement. On a pu identifier qu'en effet, par exemple, à Limoges, on avait un projet initial de tracé sur le projet de la caserne Marceau qui devait être refondée dans un nouveau quartier de résidentiel. Il y avait une division d'une place centrale en deux, une délocalisation du marché, et l'EIS a permis vraiment de remettre en jeu, de modifier ce tracé initial pour mieux prendre en considération les enjeux de cohésion sociale, de lutte contre l'isolement, de développement économique aussi, en recommandant une centralité du quartier avec des services, des commerces, mais aussi des choses qui n'étaient pas dans le projet. Et puis surtout de maintenir le marché aussi sur place au sein du quartier. Ce sont des enjeux qui auraient, sans l'EIS, qui n'auraient pas été mis en œuvre. On a plein d'autres éléments sur le travail à l'école Andersen de Poitiers, par exemple, où vous avez un travail sur l'accueil des parents qui a été important, l'adaptation du bâti au projet pédagogique, la question du bruit et de la cantine, de la cour d'école aussi, beaucoup de recommandations de l'EIS qui ont permis de préciser ces enjeux que la collectivité voulait traiter. Je ne vais pas vous citer ce qu'on a appris avec chaque EIS, mais chaque EIS nous a toujours renseigné un certain nombre de choses. On a des rapports de force entre un responsable d'urbanisme et son élu qui changent aussi. J'ai un urbaniste à Châtellerault, un urbaniste par exemple à Châtellerault qui dit moi depuis l'EIS, j'ai pu dialoguer sur les aménités autour de mon projet avec un argumentaire sur la qualité de vie, la santé, chose qui était impossible avec mon élu auparavant. Depuis l'EIS, c'est possible. Il a aussi recruté un géographe, un sociologue pour travailler sur ces enjeux de rénovation de son centre-ville.
avec ces enjeux de mixité sociale qui sont importants sur Châtellerault au centre-ville, pour amener des familles et d'autres profils au centre du centre-ville, pour éviter qu'ils ne meurent, en fait, parce que c'est ça, hein, l'enjeu de Châtellerault et de son centre-ville. Donc, le l'EIS a bien pu créer cet espace autour de ces enjeux-là. On voit des gens qui sortent plus de la rentabilisation des surfaces. Ils ne pensent pas forcément toujours, quand il y a un espace libre, un terrain vague, à le remplir par un nouveau service ou un nouveau truc, à mettre en plus de ce qui existe déjà. On sort un peu des fois de la logique de comblement du vide. On s'autorise à créer des espaces de respiration, à agrandir des espaces. On voit sortir de terre aussi dans les projets des rivières qui étaient enterrées, qui avaient été depuis longtemps enterrées et qui ressortent de terre. Donc voilà, il y a d'autres logiques. On n'hésite pas aussi, avec les argumentaires santé, à créer des espaces plus grands dans les logements, que ce soit sur des extérieurs aussi qui sont plus traités, plus soignés, parce qu'on arrive avec un argumentaire sur l'impact, par exemple, des espaces verts, d'espaces d'activité, de jeu, avec un argumentaire santé beaucoup plus fort, et ça permet de faire ces choix-là. Donc on a des EIS qui vont amener un certain nombre de recommandations auprès de, tout simplement auprès des architectes, dans le concours, dans les cahiers des charges des maîtres d'œuvre qui sont importantes. Et la plupart du coup, Sébastien, je m'excuse de vous couper, mais alors on a très peu de temps pour les échanges et il y en a un qui serait en lien, je pense, avec ce que vous venez de dire, mais qui peut certainement être renforcé dans la réponse, puisqu'on avait une question sur l'interdépendance des systèmes naturels et de l'ensemble du vivant dans la santé humaine. Et la question, c'était, pensez-vous que les évaluations sont suffisamment centrées sur la santé écosystémique au sens large? C'était une question d'Eva Cosu. Donc, je pense que vous venez en partie d'y répondre en détaillant cela, mais voilà, peut-être vous pouvez renforcer. Alors, peut-être que Guilhem pourra apporter une réponse aussi. Oui. Je pense que oui, en tout cas, le IES est en mesure d'accueillir cette approche globale. Après, je pense que c'est toujours pareil, il faut faire attention entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on peut faire, hein, parce que qui trop embrasse mal étreint, et il faut aussi, quand on est déjà dans une complexité entre certains enjeux, en rajouter toujours plus de facteurs, c'est toujours un peu plus problématique au niveau de la scientificité, après aussi des modèles causaux, d'avoir des données probantes qui permettent vraiment d'établir des liens entre santé et certains types d'aménagement. Je pense que c'est à construire encore, tout ça. Mais que, en tout cas, les l'IS, à mon avis, peut héberger tout à fait ces approches globales. Elle le fait déjà, je pense, sur certains dossiers. On en a eu. Et d'ailleurs, je l'ai vu, hein, la question, la personne qui a monté l'association Santé et Territoire l'a fait après une EIS qui a été réalisée dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a monté son cabinet après sa première expérience de EIS avec nous. Donc, je pense que dans cette première EIS, la personne en question qui a été fondatrice de ce cabinet avait déjà amené cette approche globale. Donc, comme quoi c'est possible. Dans le COMODEIS, on a déjà éborgé ce type d'approche, c'est tout à fait possible de le réaliser. D'accord, merci. Guilhem, peut-être un complément à ce sujet ou Oui, je pense qu'en la matière, il faut vraiment séparer, on va dire, l'aspect plus stratégique de méthodologique. Comme le disait Sébastien, je pense qu'il y a un vrai intérêt stratégique à dire, répéter que l'EIS, en effet, se positionne et permet de faire les ponts entre santé, environnement et développement durable. Et on est vraiment dans cette approche de co-bénéfice et de questionner la santé de manière globale, d'accord, systémique. Je pense que ça permet de le répéter aussi, de se raccrocher côté santé publique à tout ce qui est santé planétaire, One Health, et dire qu'on peut en effet, théoriquement, et l'EIS est un bon véhicule pour questionner les liens entre santé humaine, même santé animale, et puis santé des environnements, des écosystèmes. Et puis ça aussi peut permettre aussi on est là dans une phase aussi politique où on parle beaucoup de sobriété énergétique, de transition, et permettre de faire en sorte que la santé aussi des ES se raccroche à ça et à cette mise à l'agenda de la sobriété qui est assez importante. Et ne pas opposer les deux, penser vraiment en termes de co-bénéfice. Mais sur le plan méthodologique, comme le disait Sébastien, ça implique après derrière en effet quand même une grande complexité, que ce soit en termes d'interdisciplinarité de l'expertise qu'il faut avoir derrière dans les équipes EIS pour faire ça, et puis d'outils, de collecte d'analyse et aussi de complexité des rapports, comme le disait Sébastien, notamment de causalité. Donc voilà, il y a un vrai intérêt stratégique, il faut le rappeler que l'EIS est à la croisée de ces enjeux-là, santé, environnement, développement durable.
Après, en termes méthodologiques, derrière aussi, c'est une autre paire de manches, il faut être en capacité de l'assumer. Questionner un certain nombre de déterminants, aussi bien environnementaux qu'individuels et sociaux, dans une EIS complète, c'est déjà un beau travail et une bonne première étape. D'accord. Après, autour des questions, on avait des questions justement pour essayer d'aller voir un petit peu, démystifier ce concept et voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'elles sont rendues publiques et consultables? Donc, on a entendu un petit peu la cartographie de Comodeis qui permet d'aller voir des éléments sur les EIS en cours. Est-ce qu'il existe d'autres supports où on voit les évaluations d'impact en santé réalisées? Oui, il en existe. Alors, il y en a. Je peux peut-être même partager mon écran pour. Il en existe. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est, comme le disait Sébastien, c'est la plateforme vraiment associée à Comodeis, qui est hyper intéressante, avec à la fois des retours d'expérience, la cartographie des EIS, les rapports, des outils, il y a plein de choses. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la plateforme. Le HESP a aussi une plateforme dédiée aux EIS. Donc, l'avant-dernière slide de mon PowerPoint que tous les participants auront, il suffit de cliquer sur l'image et vous irez. Sinon, vous tapez plateforme EIS HESP et vous y arriverez. Donc, vous arriverez sur cette page-là et vous verrez notamment dans l'onglet ressources, vous avez à la fois des rapports de EIS, donc, dont certains, tous ceux qui sont publics de Comodeis, on les met là, mais il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a peut-être une quarantaine pour le moment, ou trentaine, on a de rapports de EIS disponibles en ligne. Et puis, il y a un certain nombre aussi, on essaie de mettre en ligne un certain nombre d'outils méthodologiques. Donc, on a repris les outils de Comodeis, d'accord, la grille de sélection, le plaidoyer, mais il y en a d'autres, il faudrait qu'on le mette à jour. Et puis, on a mis aussi en ligne aussi un certain nombre d'outils qui permettent de mettre en œuvre la démarche. Donc, le tableau des étapes avec ce qu'on doit faire à chaque étape, le modèle causal, la grille d'analyse préalable, la matrice d'impact, qui sont les principaux outils de la démarche. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, c'est la plateforme qui est mise en ligne par l'INSPQ. Donc, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. D'accord? Donc, si vous tapez EIS INSPQ, pareil, vous y arriverez. Et donc, eux, ils ont mis en ligne, pareil, un certain nombre de rapports. Et ils ont aussi mis en ligne un outil qui est très intéressant, qui est le guide pour soutenir la réalisation d'évaluation d'impact sur la santé en milieu municipal, qui est un guide d'une 60aine de pages, alors qui est certes adapté au milieu municipal, mais on peut quand même en tirer beaucoup de choses, et qui explique en fait étape par étape ce qu'on peut faire dans une EIS, les outils qu'on peut mobiliser, comment mobiliser différents acteurs, qui doit faire quoi, et puis ce qui doit sortir de chaque étape. Donc, ils sont utilisés en complément parce que celui-là, il est vraiment adapté au milieu municipal québécois, mais il y a des choses à en tirer. Mais entre ce qu'il y a du côté Nouvelle-Aquitaine, ce qu'il y a à l'EHESP, et puis ce que vous trouverez ici sur la plateforme de l'INSPQ, donc c'est-à-dire ce guide-là, et puis aussi des rapports de l'IS québécoise, je pense que vous avez déjà un premier bon tour d'horizon des outils en la matière. Ouais. Je vous laisserai, Guillaume, du coup, m'envoyer les liens, comme ça on les mettra en pièce jointe dans les retours de la matinale avec les supports pour pouvoir y accéder rapidement. Et ça répond en partie alors à une question d'Annelise qui parlait de est-ce qu'il existait un référentiel unique de la méthode EIS. Donc là, on a vu des outils. Donc voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Référentiel unique? Le référentiel unique, je ne sais pas. En tout cas, il y en a plusieurs. Clairement, le guide de l'INSPQ est un référentiel. Les différentes étapes, ce qu'on trouve là sur la plateforme de l'EHESP, notamment avec le descriptif de toutes les étapes et les tâches qu'on doit faire, c'est un référentiel qu'on peut utiliser même pour l'évaluation après des EIS. Après, voilà, il y en a sans doute d'autres. En tout cas, il n'y a pas de référentiel unique, je dirais, à ce jour autour des EIS. D'accord. Il y en a plusieurs. Et voilà. Ensuite, une question plus tournée sur le financement. C'était dans le cadre de la présentation de Comodeis, une question de Fabienne Kropka de Céleste Covaldor qui demandait si l'ARS finançait intégralement l'EIS. Alors, la stratégie EIS, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros financement de la stratégie du programme régional santé environnementale de Nouvelle-Aquitaine. Les EIS en moyenne chez nous sont financés à hauteur de 25 000 € à peu près en moyenne. Ça peut aller à plus puisque parfois les collectivités qui veulent voir un cadrage plus large, un périmètre plus large, plus de déterminants de santé, ça va demander un peu plus d'argent parfois et là les collectivités mettent de l'argent pour compléter. Même l'ARS, eux,
On est sur une enveloppe qui est autour des 25 000, mais il y a des compléments parfois des collectivités qui investissent parce qu'ils ont vraiment, avec 25 000 euros, en gros, chez n'importe en France, ça correspond à peu près à, allez, je vais dire une trentaine de jours de travail pour un cabinet d'études, que ce soit ORS ou ailleurs. Il y a des petites différences, mais c'est à peu près la même chose. Donc, on peut faire des EIS intermédiaires avec un budget comme celui-ci, mais on ne peut pas faire des EIS complètes extrêmement avec énormément de déterminants de santé. On est obligé de prioriser. Donc, c'est la focale qu'on utilise au niveau économique à chaque fois pour pouvoir rentrer dans les clous de cette enveloppe-là. Voilà. D'accord. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions. Dans tous les cas, nous, on reste en lien avec Guillaume et Sébastien. Donc, si vous en avez qui vous viennent, vous pouvez revenir vers nous, vers le DRAPS, et on essaiera de vous y répondre. Il va nous rester à vous remercier infiniment pour avoir éclairé cette évaluation d'impact en santé qui reste encore très nébuleux, pas très connu, et on le voit en Occitanie, pas très démultiplié, parce que je pense qu'on est sur l'indicateur de 1 ou 2. Voilà. Et voilà, et je relais aussi cette demande de Guillaume, s'il y a des évaluations d'impact en santé. Je crois qu'il y en a une qui est en cours ou qui va se mettre en place sur l'Hérault, mais je n'en suis pas du tout sûre. En tout cas, voilà, à chacun de bien revenir vers nous s'ils connaissent en Occitanie des démarches qui se développent ou qui sont naissantes. Merci à vous tous. L'heure est pratiquement atteinte, il est midi moins 10. Je ne vois plus de questions. Je regarde à nouveau dans l'espace discussion pour essayer de ne pas passer à côté. Donc, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée à vous tous et à très bientôt pour d'autres matinales. Vous en avez une, comme on vous l'a dit au tout début, et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, qui nous ont rejoints au cours, vous avez sur le PowerPoint, vous aurez tous les liens, et sur le site du DRAPS, vous pouvez vous inscrire, et une à venir sur le lien avec la santé mentale, santé environnement et santé mentale. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.